Salut à Salut à tous! tous, bienvenue dans ce numéro spécial de débrief de la saison de F1 2025. Et comme vous le voyez, nous avons un invité spécial en la personne de Monsieur Loop sur les réseaux, Jérémy pour les intimes. Voilà, nous sommes un en moins et un en plus à la fois. Nous excusons Alan qui n'est pas là, mais voilà. Jérémy, si certains ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir. Déjà, enchanté et ravi de faire partie de ce débrief. J'aime beaucoup, de toute façon, ce genre d'exercice, d'essayer de se retourner un petit peu sur un long événement qui est une saison de Formule 1, surtout aujourd'hui. C'est pour un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir. Du coup, effectivement, je suis Monsieur Loop. Avant, je m'appelais F1 La Loupe il y a encore un an de ça, mais j'ai fait ce qu'on appelle un rebranding en marketing pour éviter de contrarier les tenants de Formula One. Hein. Faut mieux prévenir que guérir. Donc, je Nice, suis ouais. Monsieur Loop, Jérémy de mon petit prénom. J'ai commencé la création de contenu il y a à peu près il y a 6 ans, où je fais majoritairement des vidéos de chroniques d'après-course. Et puis, on peut me retrouver aussi avec la bande de joyeux lurons que sont Emmanuel Moine, Lucas Parlefin, Brice Germain, Antistar, Nadia Race et j'en oublie un autre, Anthony Drevet, sur l'émission Pole Position sur Winamax, où on parle tous les samedis de Formule 1. Et voilà, et encore une fois, je suis ravi d'être là. Eh ben, merci à toi. Et puis, sans attendre, on va commencer par ce débrief où on va donc parler un peu de tout, où on va notamment aborder les écuries les unes après les autres dans l'ordre inverse du championnat constructeur pour évaluer si c'est un top ou un flop de la saison. On parlera évidemment des pilotes dans ces catégories. Ensuite, on fera donc dans la catégorie dans le rétro un retour sur l'action de l'année. Donc, on dira un peu chacun qu'est-ce qui est l'action qui nous a le plus marqué, que ce soit un dépassement, voilà ce genre de choses. On parlera aussi de notre Grand Prix de l'année, celui qui nous a le plus marqué, les émotions, etc., le scénario. Aussi la performance de la saison, donc selon les mêmes un peu critères. On passera ensuite à une question centrée sur les rookies. Donc on en a eu plusieurs cette année et on attribuera également le titre de rookie de l'année au pilote qu'on a trouvé le plus performant parmi eux. En avant-dernière partie, le débat qui sera consacré à McLaren où on évoquera la grande question des Papaya Rules. Voilà. Et on terminera par un top 10 des pilotes de la saison. Voilà. Donc si vous êtes prêts, je pense on peut commencer ce débrief. Oui. Ah bah pour parler des Papaya Rules, moi je suis toujours prêt. Bah, ça sera un peu plus tard, mais en tout cas, oui, on peut commencer. Donc, les écuries, on va commencer donc par Alpine qui a terminé donc dernière de ce championnat constructeur avec 22 points. Je pense, Jérémy, qu'on peut dire assez allègrement que c'est un flop, même peut-être le plus gros flop de l'année. Alors, le gros flop de l'année, pardon, j'irai pas jusque-là pour la simple et bonne raison que pour moi, on n'en attendait pas grand-chose en fait. Pour Oui, c'est moi, vrai. Alpine a plus été un énorme flop l'année dernière Ouais. parce que, si tu veux, il y a une chute dramatique, même si le développement en fin d'année dernière avait été très très bien du côté de la monoplace de Gasly. On sait que pour la monoplace de Ocon, ça a été un petit peu plus compliqué pour certaines raisons. Mais pour moi, le vrai flop, il était l'année dernière, parce que tu sais, tu avais si tu veux, la fermeture des opérations F1 à Viry-Châtillon, tu avais la gestion du cas Ocon, et le fait que, voilà, tout simplement, Alpine allait passer chez Mercedes à partir de 2026. Donc à partir de ce moment-là, tu n'avais plus grand-chose à espérer. 2025, ils nous avaient dit, un peu comme Williams, on en parlera après, qu'ils n'allaient pas développer la voiture, qu'ils allaient faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils avaient. Et voilà, c'est ce qui s'est produit. Donc, on pourra toujours parler de la piètre gestion du cas Jack Doohan, qui est pour moi au moins aussi scandaleuse que celle d'Ocon, parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à tirer de ce pilote-là. Mais sur la performance de l'ensemble de la voiture, elle a été désastreuse. J'ai presque envie de vous dire comme prévu. Et si tu veux, je l'ai pas pris comme étant un échec cuisant, parce que pour moi, le point de départ de l'échec était intervenu déjà l'année dernière. On a quand même un Pierre Gasly, juste pour terminer là-dessus, qui a essayé de surnager, qui a marqué l'intégralité des points de l'équipe, si je ne me trompe pas, Ouais. qui a Mm. été excellent à certains moments, mais qui s'est lui-même perdu un peu en motivation. Je vous rappelle, dans le dernier tiers de saison, il y a eu des moments qui étaient un peu compliqués pour lui, même vis-à-vis de Colapinto. Mais voilà, là, tu regardes cette équipe, tu te dis que pour l'instant, il n'y a que Pierre Gasly
pour tenir la dragée Autorest et espérons que la motorisation 2026 avec Mercedes, qui sera plus proche de l'usine d'Enstone, puisse redonner un petit peu de couleur à cette équipe, même si on n'aura plus forcément le même affect en tant que Français. Je ne sais pas si vous êtes Français ou Belge. Français, Nous français. sommes français, nous sommes français. Je me disais, je dis comme si je dis français comme si c'était évident, mais ça pourrait ne pas l'être. Mais voilà, je pense qu'en tant que français, on n'aura plus de toute façon le même affect Mm, pour cette équipe à partir de l'année prochaine. C'est un flop, mais pas le plus gros flop. mm. Ok. Et pour toi, Hugo, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme Jérémy l'a dit, un flop, mais en même temps, on s'attendait à ce qu'il soit à ce niveau-là, ou est-ce que tu as quand même été surpris qu'il soit encore en dessous du niveau? Bah moi, je vais rejoindre Jérémy, je m'y attendais un peu. C'est vrai que heureusement qu'il y avait Gasly qui a pu entre guillemets un peu sauver quelques meubles, mais ouais, plutôt catastrophique hein, si on peut dire, avec une voiture qui fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. Mm. Donc compliqué, espérons que l'année prochaine avec la nouvelle réglementation ça pourra tourner un peu en faveur de leur côté. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait un peu, quand même déçu, mais on pouvait s'y attendre. Mm. Et en plus, Qu'il soit en fait, qu'il Oui, soit vas-y. aussi loin, en fait, qu'il soit aussi loin sur certaines pistes. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit pas. Je m'attendais quand même qu'il soit dans le. C'est là où je vais un petit peu mettre de l'eau dans mon vin par rapport à ce que je disais au début. Le minimum syndical que j'attendais d'eux, c'est qu'ils soient certes à l'arrière du peloton, mais dans la bataille, quoi. Hmm. Or, il y a des fois, tu prends, je sais pas, le Grand Prix du Texas, où ça a été une catastrophe sans nom, c'est-à-dire qu'ils sont derniers et ils sont pas derniers à 2 secondes des avant-derniers. C'est vraiment Ouais, dernier, quoi. Ouais. Et tu de te loin. dis, dans une fin d'ère réglementaire où les performances sont censées se compacter, que Alpine ait été aussi loin, c'est là où on peut se dire effectivement c'est un plus gros flop si j'essaie de rééquilibrer ce que je disais tout à l'heure. Hmm. Alors que en vrai, enfin, de ce que je me rappelle, le début de saison n'était pas forcément si mauvais. Je me rappelle de Bahreïn où Gasly fait une P4 en qualif, Oui, c'était pas mauvais. C'est à partir de là peut-être que ça s'est effondré, mais au tout début de saison, même aux essais hivernaux, même si les essais hivernaux c'est voilà, pas forcément j'allais le dire. révélateur, mais aux essais hivernaux, c'était dit tiens peut-être qu'ils se battent avec Williams pour les points. Et finalement, en fait, bah non, quand on voit la C'est ça. trajectoire de Williams, quoi. Rappelez-vous, aux essais hivernaux, on avait dit que dans le midfield, il y avait deux sensations, il y avait Williams et Alpine. Ouais. Et finalement, ça s'est traduit pour l'un et pas du tout pour l'autre. Donc oui, effectivement, voilà, je mets un peu d'eau dans mon vin par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même un gros flop. Deuxième écurie du coup dans l'ordre, Sauber, qui a surpris, je pense, pas mal de monde Hmm. cette année, qui partait pas forcément bien et qui s'est réveillé en milieu, fin de saison, avec notamment des upgrades en Espagne ou en Autriche. Je vais donner la parole en premier à Hugo. Est-ce que tu penses que c'est plus un top, plus un flop ou Bah un peu mitigé? déjà pour moi c'est un top parce que bah j'en attendais pas grand-chose. Mais on voyait quand même que ça allait dans le bon sens pour eux, donc plutôt surpris dans le bon sens, donc pour moi un top évident. Ils ont marqué 70 points si je dis pas de bêtises. Hülkenberg qui a fait bah, son premier podium, donc rien que pour ça on pourrait déjà y mettre dans les tops, mais franchement chaque week-end ils ont tiré le meilleur de ce qu'ils pouvaient, Hülkenberg souvent dans les points, donc franchement bon top et un top surpris. Ouais, j'emboîte le pas par rapport à ce que disait Hugo. C'est 70 points, effectivement. Ils sont certes 9e au championnat constructeur, mais en fait, il y a, si tu veux, pour moi, la différence entre les faits et l'impression que donnent les faits. L'impression que laissait Kick Sauber l'année dernière était quand même assez désastreuse Hmm. parce que déjà, ils étaient grosso modo en perdition complète. Je regarde sur StatF1. Kick Sauber, c'était 4 points et dernier du championnat constructeur l'année Ils ont dernière. marqué leur dernier point dans les toutes dernières courses, je crois que c'était au C'est ça. Qatar ou à Abu Dhabi, je sais plus. Exactement. Et en fait, c'est l'impression qui était pire parce qu'on savait que la fin de l'ère réglementaire 2022-2025 allait venir et qu'ensuite, il y avait Audi qui allait reprendre les commandes derrière. Et donc, on savait qu'il y avait déjà des tensions en interne entre la team Jonathan Whitley, donc dans le management de Sauber, versus les grands pontes de Audi qui s'inquiétaient vraiment de la transition entre les deux Hmm. entités. Et je pense que 2025 était extrêmement important pour faire en sorte que toutes les équipes de Sauber soient vraiment mobilisées et motivées et sortent un petit peu la tête de l'eau pour bien entamer psychologiquement cette transition de Sauber vers Audi. Et ça, je pense que ça a été très, très réussi en 2025 parce que même quand tu regardes bien d'un point de vue opérationnel, donc même au-delà de la question de la performance pure, stricto sensu,
En 2024, par exemple, si vous vous rappelez bien, il y avait des arrêts au stand qui étaient désastreux Ouais. chez Sauber, où ils faisaient des pit stops de 25 secondes, et j'en passais des meilleurs, et encore, je crois que 25 secondes, je suis gentil. Et là, tous ces trucs opérationnels ont été corrigés. Ça, c'est l'apport de Jonathan Whitley, un ancien de Red Bull, qui a été vraiment déterminant, je pense. Les stratégies sont plutôt bonnes. La preuve, Hülkenberg, la P5 qu'il fait à Barcelone et la P3 qu'il fait à Silverstone, c'est aussi le fruit d'une vraie verve stratégique. Et puis aussi, les upgrades ont fonctionné. Tu mentionnais à très juste titre, Justin, le Grand Prix d'Espagne. Ça, pour moi, c'est vraiment un vrai succès côté Sauber. Donc oui, ils terminent P9 du championnat constructeur, mais j'ai envie de te dire qu'importe, ils ont les fondations qui sont solides, ils ont un gros projet qui est celui d'Audi, et ils ont deux pilotes qui sont encore très bons, parce que Nicole Hülkenberg, même s'il a eu un passage à vide après son podium, il est toujours là. Et moi, j'ai trouvé Gabriel Bortoleto extrêmement convaincant, parce que je trouve au final que des deux, ça a été le pilote qui a eu les performances les plus construites. C'est-à-dire, tu vois, réussir sa Q3, partir bien, avoir un bon rythme et terminer dans les points. Côté Hülkenberg, quand tu regardes bien ses résultats, ça a souvent été ouais, bah, je fais des P5 ou je fais une P5 ou une P3, mais c'est parce que j'ai été extrêmement opportuniste, très bon en certains moments, mais ça ne veut pas forcément dire que la qualif avant avait suivi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve qu'on a quand même deux pilotes qui sont très solides et c'est prometteur en vue de l'année Ouais, prochaine. je suis d'accord. Et surtout aussi, Bortoleto a commencé à bien fonctionner quand les upgrades sont arrivés. Parce qu'avant, on pouvait pas trop le juger, et quand il a fallu qu'il délivre, il a délivré, et ça, c'était très positif pour l'écurie aussi. Tout à fait. On va passer ensuite à la troisième écurie, donc As, qui termine donc huitième du championnat. Ocon et Berman, donc, qui était un rookie cette année. Jérém, est-ce que tu penches plus vers un top pour l'écurie américaine ou C'est plus plutôt un flop? top quand même parce que en fait moi je reste sur la mémoire un peu aigrie de l'écurie As, tu sais, celle qui présente pas mal de promesses en début de saison, mais qui ne développe absolument rien, qui est une catastrophe en termes de développement technique. Et je trouve que depuis l'arrivée d'Ayao Komatsu, en remplacement de Gunther Steiner, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. On va quand Oui. même mieux, plus dans la bonne direction. Typiquement, le dernier gros upgrade de Haas, ça a été le Grand Prix du Mexique, si je me trompe pas. Ouais. Et ça a permis notamment, entre autres, cette P4 magnifique d'Oliver Berman. On a le partenariat avec Toyota aussi, en vue des années suivantes, qui promet pas mal de bonnes choses, à mon humble avis, quand même. Donc, une écurie qui a des fondations là aussi de plus en plus solides. Avec, moi, j'ai trouvé une vraie bonne surprise qui est Oliver Berman, qui pour moi s'est révélé au cours de la saison, notamment face à un Esteban Ocon qui, pour le coup, m'a beaucoup déçu, notamment dans son niveau en qualification. Alors, certaines choses ont été expliquées dimanche dernier à Abu Dhabi, où ils ont démonté la monoplace, ils l'ont monté, et derrière, il a pu performer comme si de rien n'était. Je pense que cette explication est un peu courte et que Ocon a vraiment un petit souci de régularité dans l'exercice qualificatif. Or, dans une saison comme celle de 2025, ça coûtait extrêmement cher. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on est quand même sur une écurie qui est très solide et qui promet pour l'avenir. Donc, c'est pas un énorme top, mais c'est un top ou né. Et pour toi, Hugo, pareil, tu penses que c'est un top As cette année? Ouais, moi j'ai mis petit top aussi parce que ils ont 79 points aussi, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir Oui. de voir une voiture qui fonctionne bien. Comme l'a dit Jérémy, Berman, ça fait plaisir parce que bah il performe bien, il arrive à gérer tout ça. Un peu déçu d'Ocon qui a fait une saison un peu en dents de scie. Donc là-dessus, j'en attendais un peu plus venant de lui, surtout en qualif, comme tu l'as dit aussi. Mais ouais, un top pour As, un top bien mérité. Et tu vois, ce qui était marrant aussi, Jérémy, bon, t'as pas forcément suivi notre saison, mais rapidement dans l'année, on avait vu que Ocon avait des performances fluctuantes un peu en dents de scie. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on se disait, quand il performe, le week-end d'après, il performera pas. Et c'était souvent ça. Ouais, Et Hugo, c'est ce qu'il avait remarqué. Et du coup, ça reflète un peu sa saison, en fait. mm, Il fait Bah souvent oui, des hauts, des bas. Et ça reflète sa saison. Et puis, moi, il y a un truc que en fait, je trouve ça confirme un peu la déception et à la fois ça rend certaines performances très fortes. C'est que je trouve que, un peu à l'instar de ce que je disais sur Hülkenberg tout à l'heure, Ocon a réussi à faire de très belles performances. Je pense par exemple à son Grand Prix de Chine où il fait P5 avec la disqualification des deux Ferrari, mais où il part très loin. Et en fait, s'il arrive à faire P5, c'est que de manière très désespérée,
il pousse pour une stratégie complètement alternative, tu vois, passer de 2 arrêts à un arrêt, par exemple, et ensuite, avec sa bonne gestion de pneumatique et sa bonne capacité de défense, parce qu'il est excellent sur ces deux domaines-là, bah, il arrive à ramener pas mal de points. Mais ça ne veut pas forcément dire que la base de performance d'Ocon est solide. Et c'est ça qui vraiment m'a déçu, parce que si ça avait été solide, bah, il serait pas fait éliminer en Q1 à moult reprises, mais aux portes de la Q3 où il aurait intégré le top 10. Et c'est ça qui a manqué un petit peu. Je pense que Esteban Ocon, l'année prochaine, est très vite. Il faut qu'il tape du poing sur la table. Il faut qu'il marque le coup vis-à-vis d'Oliver Berman. Parce que s'il ne le fait pas, je pense qu'il va prendre un coup de vieux très très vite. Et est-ce que tu penses, on se projette un peu peut-être sur l'avenir, mais est-ce que tu penses qu'il peut être menacé dans l'écurie As? Tu parlais tout à l'heure de la prise de pouvoir un peu de Toyota dans l'écurie. Vu qu'ils soutiennent, pardon, comment il s'appelle? Hirakawa. Ouais. Tu penses qu'il peut être, si ça se confirme pas trop ses performances, est-ce que tu penses qu'il peut être remplacé, par exemple? Ah bah je pense que dans un premier temps on aura besoin d'Ocon de par son expérience. C'est quand même un mec. Attends, ça va nous mettre un petit coup de vieux, mais c'est quand même un mec qui a 180 grands prix au compteur quand même. Euh, qui Une a victoire. l'expérience qu'il faut en fait pour développer ces nouvelles monoplaces. Surtout que bah, l'ère pré-effet de sol, bah, Esteban Ocon l'a connu, contrairement à Oliver Berman, donc on aura besoin de lui. Par contre, là, je rejoins un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si les performances chutent, ou alors s'il y a vraiment des trucs, des signaux un peu inquiétants, je pense pas qu'il s'éternisera. S'il reste un peu dans un autre deux, qu'il reste un peu irrégulier comme cette année, mais en un peu mieux, je vois pas pourquoi on le virerait tout de suite, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais attention quand même, parce que je suis très curieux de voir les performances d'Oliver Berman l'année prochaine. Ok. Ensuite, on passe à Aston Martin, qui a peut-être aussi un peu déçu cette année, qui a rétrogradé de 2 places au championnat constructeur, qui est sur une pente un peu descendante quand Ah même oui, c'est vrai. ces dernières années, qui a été beaucoup porté par Alonso cette année. Euh, Hugo, tu penses que c'est un flop une nouvelle fois pour eux cette année? Bah ouais, moi, depuis, à part 2023, enfin depuis 2023, Aston Martin est souvent dans mes flops, de par leur irrégularité, leur voiture qui fonctionne pas. On n'a que, entre guillemets, Alonso qui performe. Quand il n'y a pas des soucis sur la voiture qui l'empêchent de performer, franchement, gros flop. Donc une saison moyenne, clairement en dessous de ce que j'attendais. Ouais, Aston Martin, je te rejoins, Hugo, mais c'est quand même un cas un peu épineux parce que tu sais, au même titre, et j'ai même envie de dire encore plus, au même titre que Alpine, ils sont sur une saison de salle d'attente, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'on a bien compris que, en premier lieu, Adrian Newey, cette année, était une arme de communication plutôt qu'autre chose. On est juste là en se pavanant, en se disant c'est bon, on l'a récupéré, coucou Ferrari, vous l'avez pas eu, c'est nous qui l'avons eu. Je me rappelle, tu vois, j'étais sur place, accrédité au Grand Prix de Monaco cette année. J'ai vu Adrian Newey pour la première fois débarquer sur le port de Monaco, se rendre dans le paddock avec ses habits d'Aston Martin et toute la horde de journalistes qui étaient autour. C'était une vraie mise en scène, c'était fait exprès, si tu veux. Oui. Donc c'est pour montrer, si tu veux, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, pour 2026, mais 2025, on s'en fout complètement en fait. Et c'est vraiment le sentiment que m'a laissé cette saison pour Aston Martin, bien que, contrairement à Williams, ils aient quand même apporté certaines évolutions qui n'ont pas toutes fonctionné. Il y avait l'évolution, je crois, d'Imola qui a été plutôt pas mal et qui a permis pour la première fois à Aston d'être plus compétitive en qualification. Mais ce qui était le vrai problème de cette équipe cette année, c'est le rythme en course en fait. Et Alonso s'en est beaucoup plaint. C'est-à-dire que lui a parvenu quand même à se qualifier bien. Et a marqué certains points, mais pas tous les points qu'il aurait dû marquer, parce qu'il a été frappé, je trouve, d'une malchance encore stratosphérique Ouais. cette année. Et Lance Stroll qui a marqué lui aussi des points, mais de manière beaucoup plus chanceuse. Hein. Quand tu regardes la moitié de ses points, c'est soit parce qu'il s'était arrêté pile au moment où il y avait une safety car, ou au moment où il pleuvait. Donc, évidemment, il faut de la réussite, il faut être là, il faut pas faire d'erreur, très bien, mais c'est pas non plus flamboyant. J'ai cette petite stat que j'adore rappeler, qui est que dans la bataille en qualification, Alonso Stroll, c'est 24-0. Et 5-1 sur le sprint, c'est-à-dire 29-1 si tu prends toutes les séances de qualification.
Alors, je sais bien que Stroll, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais ça prouve quand même que Fernando a de très très beaux restes. Et moi, je suis quand même très curieux de voir ce qu'ils vont être capables de nous sortir l'année prochaine avec la motorisation qu'on a et aussi avec Adrian Newey, quoi. Parce Mm. qu'il y a quand même beaucoup d'aéros qui va être de mise et l'ingénieur star peut faire des prouesses encore. Tu Donc, ouais, j'ai mentionnais même la pas répondu à la question. C'est même pas un top ni un flop. Oui, c'est un petit flop quand même parce qu'on a, comme tu disais, Hugo, la comparaison avec 2023 et ça fait un peu mal quand même. Mm. Après, on a la comparaison avec 2023. Tu disais de 2024, enfin 2025 que c'était qu'on faisait rien et qu'on attendait un peu 2026. 2024, c'est un peu la même saison, j'ai l'impression. C'était un peu presque pareil où en fait on Oui, commence plutôt bien, mais en fait il se passe pas grand-chose. c'est C'est un peu vrai. une saison comme 2025, quoi. Mm. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas, mais je pense que la GIF, tu vois, pareil que pour Alpine, je trouve qu'elle a été plus violente en 2024 parce qu'on était resté Ouais. sur les podiums de 2023. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que 2025, tu sais qu'en fait, ils ont Adrien Newey, qu'ils en ont rien à battre de cette saison-là et qu'en fait, ils investissent pour la suite, quoi. Mm. Donc, il y a moins cet effet, oh. Par contre, 2026, est-ce que tu penses que c'est un peu la dernière chance pour eux? Parce qu'ils misent tout là-dessus, ils ont quand même la pression. Bah, alors, la dernière chance pour Enfin, eux, dernière chance, en tout cas, ils misent tout là-dessus. Il faudrait que ça marche à force de l'avoir mis en avant, quoi. ouais, alors, je suis d'accord. Alors, je suis complètement d'accord parce qu'il y a ce côté Aston Martin, vous allez voir ce que vous allez voir et finalement, ça fait mine de rien depuis 2021 qu'ils sont là, on n'a pas vu grand-chose. Mais Mm. je ne sais pas si c'est la dernière ce que tu entends par dernière chance, mais je pense que oui, effectivement, ça peut être la dernière chance pour plusieurs acteurs. Ça peut être la dernière chance pour Fernando Alonso déjà parce que bon, le mec il va pas courir quand il aura 85 ans, enfin, ne souhaitons pas ça pour son pauvre dos. Euh, c'est la dernière, c'est peut-être une des dernières chances aussi pour ça va mettre aussi de toute façon de facto une pression sur Lawrence Stroll, de toute façon, Mm. qui est, même si c'est l'actionnaire majoritaire d'Aston Martin, il y a d'autres actionnaires qui sont dans le board et qui vont lui mettre une certaine pression. Par exemple, Aramco a d'énormes parts pour Aston Martin, Ouais. chez Aston Martin F1, et ont aussi un projet bien huilé, bien à eux. Donc, ouais, ça va être un grand tournant pour eux. Et s'ils loupent le coche 2026, effectivement, je pense qu'il peut y avoir de vraies répercussions, non seulement au niveau des pilotes, mais aussi au niveau du management de l'équipe et même au niveau du board Aston Martin, puisque Stroll a investi un paquet de pognon immense pour que ça fonctionne l'année prochaine. On Et a il me Flo semble, qui si dit, j'ai. qui Ouais. dit dans le chat, et pourquoi pas un pilote qui traverse les générations, trop de générations, en parlant d'Alonso qui pilote jusqu'à ce qu'il décède dans la monoplace, littéralement. Et Radio check, on t'entend plus? Quelle Compliqué. horreur. Quelle horreur. Oh là là. Je vais avoir des images horribles. il me semble, Jérémy, de ce que je me rappelle dans une émission, tu avais dit que si l'année prochaine Aston Martin ça ne fonctionne pas, il pourrait se séparer de Lance Stroll. Je suis plutôt de ton avis. Et, qu'est-ce que tu en Alors, penses, toi? Oui. pour préciser, moi je pense que c'est plutôt si ça fonctionne qu'ils Ah, si devront ça se fonctionne? séparer de Lance. C'est Ok. que si en fait Aston Martin se retrouve sous le feu des Mm. projecteurs, en se battant pour des podiums, des victoires, etc., et que Lance Stroll ne hausse pas son niveau de jeu, ce que je pense risque d'arriver, bah là, l'imposture Lance Stroll sera dévoilée au grand public d'autant plus, en fait. Mm. Parce que, tu vois, typiquement, il y a McLaren, je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez la Formule 1, mais McLaren en 2022, personne n'en avait rien à battre. Mm. Parce qu'ils faisaient des P6, des P7 et Mm. tout. Donc, peu importe, j'ai presque envie de dire, peu importe le niveau des pilotes, même si Daniel Ricciardo était déjà très critiqué, mais c'est parce que c'était un pilote star, les contre-performances des pilotes se voient moins à ce moment-là. Mais si tu es une écurie de top niveau, qui pas pour des podiums, des titres, des victoires, etc., et tutti quanti, et que tu as un pilote du niveau de Lance Stroll qui rabaisse l'ensemble, qui tire tout le monde vers le bas, bah là, médiatiquement, ça ne fait que se voir. Et là, derrière, les autres actionnaires qui ne sont pas Lawrence Stroll vont mettre la pression sur la famille Stroll de toute façon. Donc, je pense au contraire que si Aston Martin fonctionne l'année prochaine, il va falloir que Lance Stroll soit très efficace, soit très bon, parce que si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment il pourrait rester à moyen terme. C'est mon opinion, après je peux me tromper. Oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, j'avais omis le côté que ça fonctionne, mais c'est vrai que je suis d'accord. Et tu penses pareil, Hugo? Tu penses que Ouais, ouais, c'est il ce pourrait que, c'est envisager ce ça, que, c'est ce que Lawrence Stroll, j'allais de se dire avant séparer? que Jérémy
te reprennent. Mais oui, moi c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt si Aston Martin performe que là je les vois bien se séparer de Stroll parce que bah, effectivement on va voir vraiment l'écart de niveau. Et là bah, du coup ça va Ouais. être un peu plus embêtant pour s'ils veulent se battre pour de certains titres quoi. Après, il peut. Il peut C'est difficile performer d'être. peut-être. Voilà, c'est ça. C'est difficile d'être dans la tête de ces gens-là. Tu vois, Mm. Perez l'avait quand même éclaté en 2020 avec la Racing Point qui était super compétitive, mais Stroll avait quand même montré de très belles choses cette année-là. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un aspect de motivation qui joue. Mais de toute façon, ce mec-là, Stroll, a déjà montré trop souvent, même quand il est motivé, un certain plafonnement. Mm. C'est-à-dire qu'il n'est pas régulier. C'est-à-dire que c'est un pilote, et je pense que ça, c'est le plus dramatique, qui ne progresse pas. C'est-à-dire que le Lance Stroll que tu as aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'on avait en 2017-2018, je trouve. Et voilà, donc de toute façon, il y a, je pense, une forme d'imposture qui, si Aston Martin marche, qui serait révélée, quoi. Voilà. Mm. Ok. On passe maintenant à Racing Bulls, qui a vu trois pilotes conduire pour son écurie. Hadjar Ah, Tsunoda au tout début de saison, puis après Lawson avec le français. L'écurie a signé un podium, sixième du constructeur. Est-ce que Hugo, tu les mettrais dans les tops? Et bah moi je les ai clairement mis dans mes tops. Il y a le duo Lawson-Hadjar qui fonctionne bien. Tsunoda, non, Tsunoda oui il a pas si bien fonctionné. Mais Lawson-Hadjar franchement j'ai trouvé que ils s'entendaient bien tous les deux, qui poussaient l'équipe vers le haut. Et le podium de Hadjar est forcément un événement marquant. D'autant plus bah, qu'il est français et que ça fait plaisir de voir un français sur le podium. Et puis ça fait que promettre bah, pour la saison prochaine. Et que bah, on voit ce qu'il sait faire avec une Red Bull. Donc à voir l'année prochaine dans l'écurie principale. Mais ouais, top pour Racing Bull, des gros points. Et je les attendais pas aussi haut avec des nouveaux. Mais finalement, ils se sont plutôt bien sortis. ouais, Racing Bull, c'est 92 points, sixième championnat constructeur. J'ai trouvé que c'était une bonne voiture de midfield, Hmm. particulièrement en qualif. Elle était très très forte là-dessus. Même Lawson a réussi à en tirer quand même la quintessence. Je suis content que Hugo, tu dises du bien de Liam Lawson parce que je trouve qu'il a quand même eu une saison tellement difficile Ouais. nerveusement que je trouve mine de rien sa saison très méritante, même s'il n'est pas aussi régulier qu'Adjar et ça c'est son gros souci. Tu vois, un jour il peut te faire un Grand Prix absolument dingue et le lendemain péter complètement un plomb. Tu vois, je me rappelle de son Grand Prix de Sao Paulo là au Brésil où il était phénoménal parce Hmm. qu'il avait fait une stratégie vers un seul arrêt, il a tenu tout le monde derrière à la fin et puis derrière à Vegas il te fait un strike Hmm. minable au départ. C'est un peu dommage qu'il fasse ça, mais je suis content qu'il soit reconduit pour l'année prochaine. Mais oui, Racing Bulls, je trouvais ouais, une voiture assez saine en qualif, plus difficile à comprendre en course. Les pilotes s'en sont souvent plaints parce que des fois la dégradation climatique suivait pas forcément. Mais ça m'a pas forcé, enfin si tu veux, ça m'a pas forcément étonné de voir un podium 2 cette année à certains moments parce que je trouvais que quand tu la mettais dans la bonne fenêtre, elle pouvait être excellente cette Hmm. voiture et il suffisait entre guillemets, il suffisait facile à dire, de bien la qualifier pour avoir un résultat très, très surprenant. Et c'est ce qu'Isaac Adjar est allé chercher. Mais ouais, c'est une belle équipe qui a connu certains soubresauts, qui vit aussi sur les acquis du passage de Laurent Mekies, qui s'est avéré quand même enfin, très constitutif de ce que l'écurie est aujourd'hui et qui aujourd'hui est mené par Alan Perman, qui est un grand ingénieur et une grande personnalité de la Formule 1 aussi. Et je pense que ça présage potentiellement des jours heureux pour Visa Cash App Racing Bulls, comme on dit aujourd'hui. Et bah, tu vois, moi je les ai mis dans mes tops aussi, mais un petit peu plus, enfin un petit peu plus petit flop, entre guillemets, même si Hein. c'est un flop dans ma tête. Parce que je les ai trouvés un peu plus irréguliers cette saison parfois. Des fois, ils étaient très bons en course, tu l'as rappelé, notamment il y a aussi la performance de Lawson en Azerbaïdjan qui a souligné. Mais des fois, ils étaient un peu moins bons. On l'a vu à Abu Dhabi avec la qualification d'Adjar en Q3, puis finalement qui est pas mal redescendu. Donc c'est pour ça Oui, c'est vrai. que je l'ai un peu nuancé. Ça reste un clair top, mais il y a eu quelques moments qui m'ont fait un peu douter. Mais puis en plus, ils ont failli se faire prendre la P6 au championnat, ce qui était
C'était pas dit quand même, mais bon, après, Ah, c'est pas que de leur faute, évidemment, mais en tout cas, mais c'est joué à 3 points, t'as raison, ouais. effectivement, si c'était, mine de rien, ça joue à rien, si c'était fait prendre la P6, notre jugement, Hugo et moi, aurait peut-être été un peu plus penché vers le tien, Ouais, Justin. je suis Possible. d'accord. En tout cas, On va, c'est le cas pour on va passer au top 5 des écuries, donc Williams, qui est l'une des révélations de l'année, à l'inverse d'Alpine, qu'on attendait rien. Là, on attendait rien non plus, mais qui a beaucoup délivré à l'inverse. nous. Ouais. Euh, sur quel compte on met ces performances, Jérém? Est-ce que c'est le management, est-ce que c'est les pilotes, ou est-ce que c'est la voiture elle-même qui est finalement bonne alors qu'elle n'a pas développé? Je pense que c'est un ensemble quand même. Mm. La base, quand même, ça reste cette FW46, je crois, ou 45, je sais plus, on n'en attendait rien, mais en fait, elle est de base très bien née. On a dit qu'on la développerait pas, on ne l'a pas développée, ce qui fait que du coup, elle a pu, elle aussi, avoir des performances en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a plein de grands prix, on l'a vu, elle était nulle part, y Mm. compris en qualif. Mais dans la moyenne, elle est restée quand même la voiture numéro 1 du midfield. Et donc, rien que ça c'est très bien. Ça montre qu'on a une équipe technique qui est solide, que les recrutements qui ont été faits par le team principal, James Valves, ancien transfuge de chez Mercedes, les recrutements ont fait mouche. On peut plébisciter aussi la paire de pilotes qui est quand même excellente, même s'ils se sont pas révélés au même moment. C'est-à-dire que Sainz a eu beaucoup de malchance au début, a fait pas mal de conneries aussi, et s'est révélé à la fin. Et quant à Alex Albon, ça a été un peu l'inverse. Euh, et on a quand même une base financière, technique, technologique, avec des gros partenaires qu'ils ont signés, comme Atlassian par exemple, Mm. qui les aident beaucoup. Et la motorisation Mercedes. Alors évidemment, on va pas trop écouter les bruits de couloir qui disent que Mercedes est vraiment en avance pour l'année prochaine, mais il y a quand même pas mal de sources qui semblent concorder là-dessus. Si c'est le cas, Williams peut être une grosse cote dès Mm. l'année prochaine. Et c'est pas impossible de penser ça quand on voit ce qu'a été capable de faire McLaren sur une ère réglementaire en passant de dernière force à première. Tu vois. Donc moi, ça a été, je l'ai dit samedi dans l'émission Winamax, mais c'est vraiment mon écurie de coup de cœur cette année, Williams. Mm. Et pour toi, Hugo, c'est pareil, c'est un clair top pour toi cette saison, Williams? Je pense qu'on peut difficilement dire autre que ça parce que quand on voit les résultats, pour moi c'est assez parlant finalement. 137 points, un énorme bond en avant qu'ils ont fait depuis la fin de l'année dernière. Sainz qui reprend, qui montre de très belles choses. Franchement, c'est plaisant à regarder. Pour moi, c'est vraiment, comme l'a dit Jérém, la meilleure voiture du mid. Donc, très belle perf. Et c'est vrai que pour l'année prochaine, ça préserve que du bon. En plus, d'après les petites rumeurs, le moteur Mercedes, bon, après, c'est que des rumeurs, hein, on n'en sait pas plus. Mais c'est vrai que ça peut les aider et à surveiller de très près, quoi. Mais on rappelle quand même les P5 accumulés par Albon en début de saison, qui était à peu près le seul pilote à être capable de jouer les troubles faits quand Mercedes et Ferrari Mm. étaient un peu à côté de la plaque. Et puis on rappelle les sublimes podiums de Ah Carlos oui. Sainz, et je pèse mes mots quand je dis ça, Mm. parce que on serait tenté de dire que c'est un peu à la régulière, que ça profite, et c'est que c'était pas à la régulière parce qu'il a profité des soucis des uns des autres, mais en réalité, quand tu regardes en rythme pur, à Bakou et au Qatar, c'est une dinguerie qu'il fait. Mm. Vraiment, c'est une Mm. dinguerie. Donc, c'est plus que mérité, quoi. C'est pas Oui, un c'est pas podium volé, tombé sur le vraiment coin de pas. la gueule comme ça, tu vois. C'est Mm. très très Et beau. Moi, franchement, pour illustrer leur performance cette année, on avait un débat, je ne sais plus après quel Grand Prix c'était, où on s'est posé la question s'ils n'étaient pas la quatrième force du plateau devant Ferrari. Je crois que Donc c'était c'était au pour début de la montrer, saison. ouais, c'était au début de la saison. Alors évidemment, c'est peut-être un peu provocateur, mais c'était pour montrer qu'en fait, ils étaient très solides Mm. en début de saison. Donc d'accord. Mais quand tu regardes la fin de saison aussi, sur quelques grands prix, tu compares aux performances de Ferrari. Si tu regardes la position moyenne sur la grille de départ et tout, je suis pas persuadé que Ferrari est devant, hein. Mm. non, Honnêtement, hein. je pense pas. En tout cas, l'impression nous donne pas Ouais, cette en tout cas, idée-là. l'impression de ça. Donc, et ben justement, on va passer à Ferrari, Oh. qui qui n'a pas marqué les esprits, contrairement à ce que le début de saison ou la pré-saison aurait pu nous laisser penser l'idée. Euh,
je pense que c'est évidemment un flop, mais à quel point, Jérém, est-ce un flop dans ton analyse? Vas-y, je te laisse commencer, Hugo. Bah pour moi Je te c'est un laisse, je te flop laisse, bah je te parce laisse le soin. que c'est très dur déjà étant fan de Ferrari de Ah, voir tu es fan de Ferrari alors, d'accord. Hamilton, Leclerc, le duo tant attendu, l'arrivée d'Hamilton, il y a de la hype autour, tu vois le début de la sprint Chine qui se passe bien pour Hamilton et après plus rien. C'est dur, il termine, il passe pas la Q3. On a une voiture qui marche pas tellement. Leclerc qui la maîtrise un peu de par ses années passées avec Ferrari, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas là où on les attend, quoi. Enfin, pour moi, c'est un gros flop. Bah, la phrase clé que tu as dite, c'est ils sont pas là où on les attendait, parce que moi, j'ai en mémoire ce souvenir maintenant très aigri de Abu Dhabi 2024, où ils harcèlent McLaren jusqu'au bout pour le championnat constructeur, et où tu te dis, l'année prochaine, c'est à peu près la même réglementation. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Ils ont des bases tellement solides quand tu ne vois pas comment la SF25 pourrait ne pas être compétitive. Déjà, tu vois les essais hivernaux, tu fais, ça glisse beaucoup, là, il y a beaucoup de blocage de roues, c'est très bizarre, ok. Ensuite, tu apprends que Enrico Cardillier, donc le mec qui a participé à concevoir une bonne partie du châssis de la SF25, s'est barré entre-temps vers Aston Martin, il est en période de jardinage. Tu as Loïc Serra qui vient le remplacer au pied levé, qui fait tout un programme d'évolution à partir d'une monoplace qu'il n'a pas conçu lui-même. Tu te dis, ok, ça pue des fesses. Ensuite, tu as l'épisode chinois que tu évoquais à très juste titre, Hugo, où tu as la disqualification d'Hamilton, où tu commences à te dire, bah, en fait, cette voiture, elle est à la limite de la légalité si tu la baisses trop. Hmm. Donc, du coup, il faut rehausser les pressions de pneus, rehausser la hauteur de caisse, etc. Sauf que ça va se payer en compétitivité. Et là, tu as toutes les clés pour comprendre le marasme en termes de compétitivité qu'a été la saison de Ferrari. Donc, comme tu le disais, Hugo, Charles a réussi à faire quelques prouesses avec. Pas tout le temps, mais a réussi les deux tiers du temps à faire du Verstappen, tout simplement. Et Hamilton a été la double victime de ça, parce que Hamilton, déjà, il a eu, je pense, la fâcheuse tendance à avoir piloté beaucoup de voitures qui étaient très saines, donc pas forcément habitué à ce genre de choses. Et puis surtout, Hamilton était le transfuge, donc d'autant moins habitué. Et puis derrière, voilà, la réaction de l'équipe, même d'un point de vue de la communication. Pour moi, la communication, c'est vraiment important, tu vois. Hmm. C'est vraiment donner l'apparence de l'unité ou de la désunion auprès du grand public. Et je trouve que Frédéric Vasseur a pas aussi bien joué ce rôle-là que je l'avais attendu. Je trouve qu'il ricane trop, ça m'énerve personnellement. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est un peu indécent. Et puis, on se rappelle évidemment de cette sortie horrible de John Elkann il y a quelques semaines, Hmm. Mm. qui en fait est contre-productive au possible et qui montre à quel point, au-delà de la question technique, Ferrari est miné par des tensions politiques internes et des petites guéguerres de politique politicienne en permanence et qui, à terme, ne peuvent pas l'aider à revenir au devant de la scène. Et donc, du coup, tu as cette impression horrible, et je trouve que ça s'est particulièrement vu cette année, d'avoir une écurie qui a les moyens d'une top team, Hmm. mais qui n'en est pas une, en fait. Qui fait très amateur, quoi. C'est ça, sur Voilà. le papier, ils ont tout. Mais. Ouais. Pour moi, c'est mon plus gros flop, hein. Hmm. C'est justement pour embrayer par rapport à ce que je disais sur Alpine. J'ai pas voulu le mettre en plus gros flop parce que pour moi, Ferrari, c'est mon plus gros flop. Ouais, Les je suis voir d'accord. quatrième avec 398 points, se faire éclater par Red Bull qui a un seul pilote, se faire éclater par Mercedes qui bien longtemps a eu qu'un seul pilote aussi, et se faire éclater par McLaren et avoir que McLaren ait deux fois plus de points, plus de deux fois plus de points qu'eux, alors que ils se battaient pour le championnat constructeur encore l'année dernière, c'est une honte absolue. Hmm. Tu peux pas dire ça autrement. Mm. Même s'ils auraient été développés en cours de route, bon, ça, Bah on, après, tout on le verra monde. ce que ça donnera l'année prochaine. Puis, tu parlais des déclarations de Fred Vasseur quand il dit que il explique le manque de performance par le fait qu'ils aient arrêté tôt de développer. Techniquement, les autres l'ont fait aussi. Donc, ça ne tient pas Ouais, trop. ouais. Alors, sauf Red Bull peut-être, mais je veux dire, les autres l'ont fait aussi. Donc, c'est bien qu'il y avait quand même un problème de base.
Bah, Et quand tu écoutes Ferrari, quand tu écoutes Fred Vasseur, si tu retraces bien, en fait, ils ont arrêté de développer en même temps que McLaren. Tu vois, c'est quand tu vois que Williams n'a pas développé, quand tu vois qu'Alpine n'a pas développé, quand tu vois qu'Aston Martin a arrêté de développer tôt, quand tu vois que Mercedes a développé encore un petit peu plus jusqu'à Singapour, je crois, pour moi, c'est pas une explication suffisante, quoi. Mm. mm, on va passer donc à Red Bull, troisième au constructeur cette année, qui a plutôt pas très bien commencé la saison en termes d'écurie, même si Max était plus ou moins dans le coup. Avant un passage un peu plus compliqué jusqu'à l'été, puis être revenu très fort en fin de saison pour jouer le titre pilote jusqu'à la fin. Euh, Est-ce que Hugo, tu les mets dans tes top ou flop? Parce que ils ont fait enfin, une demi-saison bien, une demi-saison pas bien, on va dire. Mais dans quel sens tu penches, toi? Bah moi je l'ai mis dans top clairement parce que bah ils ont su rebondir quand il fallait, ils ont su comprendre la voiture quand il fallait. Verstappen forcément bah il fait du Verstappen. Le petit bémol c'est qu'il est le plus souvent tout seul. Mais il arrive à créer à chaque fois le doute, il arrive à Le créer plus la souvent, tu es pression gentil, surtout hein. en fin de championnat avec les McLaren. Il leur met la pression et pendant la pression c'est lui qui la gère le mieux. Et du coup, Mm. bah, ça a failli être bah, lui le champion du monde et pas pour rien, quoi. Donc franchement, pour moi, top. Ouais, c'est un bon gros top. Ben là, c'est peut-être une des premières fois où on va pas être forcément d'accord parce que je serais tenté de le mettre en top pour les raisons que tu as évoquées, Mhm. Hugo, mais pour moi, c'est plus difficile. Je trouve qu'on est quand même arrivé au bout du système Max Verstappen chez Red Bull. Si je le mets en top, pour moi, c'est ni un top ni un flop en réalité. Mais si je le mets en top à la base, c'est le travail colossal qu'a réussi à faire Red Bull et qu'a réussi à faire Max Verstappen avec l'ensemble de son Mm. équipe. Franchement, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu dans l'adversité un pilote aussi investi dans son équipe pour essayer de la redresser. On l'a vu particulièrement la dernière fois que j'avais vu ça, je pense que c'était Hamilton en 2021 pour faire en sorte que Mercedes revienne vraiment au top vers la fin de saison, entre autres. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc pour moi, ça c'est un top. Ils ont réussi à redresser le tir, ils ont réussi à mettre cette Red Bull la plupart du temps dans la meilleure fenêtre possible pour que Max en extrait la quintessence. Ça Mhm. c'est très bien. Par contre, là où je dis qu'on est arrivé au bout du système Max, c'est quand tu vois la gueule du deuxième pilote, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux pas croire. Moi, j'apporte beaucoup quand même de circonstances atténuantes au deuxième pilote de ce deuxième baquet maudit. Je ne peux pas croire que ces pilotes soient aussi nazes que ça et que au final, derrière, en fait, on a un système qui est intégralement tourné vers un type de style de pilotage et que les autres pilotes en payent véritablement, en font les frais derrière. Donc, pour moi, mettre l'équipe Red Bull en top, je veux bien mettre une moitié d'équipe en top si tu veux, Oui, oui, non, mais mais oui, on parle de je l'équipe vois. Red Bull et je trouve ça difficile de voilà. Si je pense que la bonne comparaison, ce sera de voir ce qui va se passer l'année prochaine avec de nouvelles monoplaces Mm. complètement différentes, beaucoup plus neutres. Si Isaac Hadjar arrive à grappiller beaucoup plus de points que les anciens deuxième pilotes Red Bull par rapport à Max Verstappen, bah là, je pense qu'on pourra se dire, OK, là, on a une écurie qui est saine, qui part sur des bases vraiment très, très solides, un peu celle de Red Bull en 2022, par exemple, tu vois, avec Perez et Max, où c'était à peu près équilibré, enfin, plus ou moins équilibré. Mais là, la différence, elle est tellement absurde quand tu vois Mm. que Tsunoda, quoi, il marque quoi? Il marque 33 points, dont 30 chez Red Bull, et que l'autre, il en balance 421, tu vois. Tu te dis, tu peux te dire, oui, Verstappen, c'est un prodige, bien sûr, mais tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas penser autrement que de te dire, putain, il y a quand même un sérieux problème dans cette équipe. Mm. Voilà. Mm. Et est-ce que tu penses, Jérôme, que cette année, l'arrivée de Laurent Mekies a quand même été un sacré tournant dans leur saison à Red Bull? Parce que avant, Oui, il me semble qu'ils avaient quand même fait une croix sur le championnat pilote, et Ouais. depuis que Mekies était venu, ils se sont dit, on va remettre cet objectif au centre quand même de la alors table. je sais pas si vraiment Mekies, ou l'arrivée de Mekies, on s'est dit, on va vraiment, finalement, on va pas lâcher
on va pas lâcher la bride pour le titre. Ce dont je suis sûr, c'est que Laurent Mekies, il est arrivé chez Red Bull. Le premier truc qu'il a dit, c'est je ne vais pas commencer à faire des déclarations de pression envers le deuxième pilote ou des déclarations à l'emporte-pièce pour essayer de conserver Max chez nous. Mon objectif numéro 1, c'est de réparer ce fichu simulateur et de faire en sorte que les vendredis, donc les séances de FP1 et FP2, soient beaucoup plus saines chez Red Bull. Parce que rappelez-vous, ça date depuis l'année dernière, voire 2023. La Red Bull commence ses vendredis en étant complètement nulle part. Et finalement, ils arrivent à mettre le doigt sur un réglage très précaire qui permet à Max de bien se qualifier. Et ensuite, le dimanche, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est ça qu'on avait depuis 1 an et demi. Et quand Mekies est arrivé, on a tout de suite eu un vrai travail sur le simulateur qui a été fait d'ailleurs par un des pilotes essayeurs qui s'appelle Sébastien Buemi et qui a fait un travail colossal là-dessus. On a réparé le simulateur, on a fait de meilleures corrélations entre les données du simulateur et les données que tu pouvais observer en course ou dans les tests de long relais en essai libre. Et tout de suite, très vite en tout cas, on a vu des essais libres qui étaient beaucoup plus cohérents et des datas beaucoup plus cohérentes du côté de chez Red Bull, ce qui s'est transposé sur la suite du week-end, y compris pendant les Grands Prix. Et je pense que l'arrivée de Laurent Mekies est vraiment constitutif de ça. Et pour moi, le tournant, il est là. Il est vraiment d'un point de vue purement pragmatique, quoi. On a réussi à réparer le vendredi, l'exercice du vendredi, pour rendre la voiture un peu plus prévisible pour Max et pas pour l'autre. Ok. Et quel est ton avis avant de basculer sur Mercedes concernant le départ de Marco? Est-ce que tu penses que c'est un poids qui s'enlève de Red Bull et ça va un petit peu être mieux pour eux ou pas? Alors ça, je saurais absolument pas comment répondre à cette question. C'est un mec qui a fait partie des meubles depuis très très longtemps, qui a un héritage qui est indéniable. De toute façon, ça on pourra pas lui retirer ça. Je pense, si tu veux, que Marco s'en va, mais que son héritage et son pouvoir entre guillemets demeurent. C'est-à-dire que celui ou celle qui prendra sa place sera un pro Helmut Marko. Parce que je vous rappelle qu'avant l'éviction de Christian Horner, on avait vraiment une écurie qui était scindée en deux, quoi. Donc les pros Horner / thaïlandais versus les pros Helmut Marko et Max Verstappen. Guerre civile que le clan des Autrichiens, donc Marko et Verstappen ont gagné. Donc même si Helmut Marko part, je pense que la manière de gérer la filière et de faire les parties de Tetris là comme ça en mettant tel pilote à tel endroit et tel autre pilote à tel autre endroit, je pense que ça va rester dans la même veine et que ce sera un proche de Marko qui continuera. Je pense que ça va s'inscrire grosso modo dans une certaine continuité. Après, le type Helmut Marko, le type médiatique Helmut Marko ne va pas me manquer. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup de gens, y compris pour vous. Oui. Parce que le mec, faut voir les conneries qu'il était capable de sortir. Bon, la dernière en date, c'était le coup de Kimi Antonelli qui aurait fait exprès de laisser passer Norris au Qatar. Le mec sait très bien dans quel monde il évolue, puisqu'il est très intelligent. Il sait très bien qu'en disant ce genre de truc, il ouvre la porte à tous les harcèlements en ligne possibles et tous les abus qui ont été faits contre ce pilote. Et rien que ça, je trouve que ça en dit long sur le personnage, quoi, malheureusement. Donc on va passer, tu parlais d'Antonelli, on va passer à Mercedes, donc deuxième au constructeur, qui je trouve a fait une plutôt bonne saison, même si bien sûr tout est relatif parce que ça reste un peu à l'image de l'année dernière, même si c'est léger mieux. Pour toi, Jérémy, dans quelle catégorie tu places Mercedes? Tu disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup progressé. Donc, est-ce que c'est plus un flop pour toi, Mercedes? Non, ça reste un petit top quand même. Pas un énorme top, mais c'est un petit top. Dans le sens où c'est pas une écurie effectivement qui a énormément progressé par rapport à l'année dernière. Par contre, je trouve qu'elle a quand même progressé dans les circonstances où elle était extrêmement déficitaire. Tu sais, on disait souvent depuis l'ère à effet de sol que la Mercedes ne fonctionne pas quand il fait chaud, parce qu'elle n'arrive pas à maintenir ses gommes en vie, où elle les surchauffe beaucoup trop. Je trouve qu'on a eu pas mal de contre-exemples cette année où l'écurie s'en est très très bien sortie là-dessus. Alors ça a jamais été un vrai foudre de guerre, excepté
à Singapour, excepté au Canada avec les 2 victoires de Russell. Mais on a été quand même sur une écurie qui a été l'écurie avec McLaren la plus constante au final. Alors en étant moins performante que McLaren bien sûr, mais excepté le trou de Monaco, je crois que Mercedes, ouais, effectivement, je regarde ça, Mercedes a marqué des points à chaque rendez-vous. On a un George Russell qui était au sommet de son art, on en parlera après, et on a un Kimi Antonelli qui, je trouve, à partir de la rentrée estivale, a bien rechargé ses batteries et s'est vraiment remobilisé pour être un vrai second pilote Mm. très fort et qui accumule les points. On a quand même eu une W16, moi j'ai trouvé dans l'ensemble qui était plus saine que ses devancières. Et donc c'est pas un énorme top, mais c'est un bon top quand même. Et puis P2 Ok. constructeur, donc c'est bien Mm. quand Oui, même. c'est une progression C'était du pas coup par garanti rapport à quoi. l'année dernière. Mm. Et pour toi, Hugo, c'est aussi un top? Et bah moi j'ai également mis dans mes tops, pareil que Jérémy, moi c'est pas un énorme top parce qu'il y a eu peu d'améliorations comparé à l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai noté aussi ça, que la dégradation, avant ils en avaient beaucoup l'année dernière, surtout comme l'a dit Jérémy, là où il faisait chaud. Cette année on en a moins eu, ils arrivaient Mhm. mieux à faire deux choses. On a effectivement un deuxième pilote qui prend son rôle à cœur, qui est vraiment bon, qui aide, je trouve, qui apporte quelque chose. Donc franchement, surpris dans ce côté-là parce que bah, Antonelli, on ne savait pas trop ce qu'il allait donner. Et du coup, il apporte de vraiment bonnes choses. Donc moi, j'ai mis dans les tops et que bah, s'il continue de s'améliorer, même si c'est petit par petit, bah, il pourrait vraiment faire de belles choses au fur des années. Donc ouais, top pour moi. Et, et dans le symbole, moi j'aurais juste ajouté un truc qui pour moi me paraît, qui est, comme je dis, très symbolique, donc du coup qui a rien à voir avec les faits, les points, les victoires, Mm, etc., mais qui pour moi est extrêmement important. Il faut quand même avoir en tête qu'on sort de 10, 12 ans, d'11 ans de Lewis Hamilton mm, et que le vide à combler derrière, il faut le faire quand même. Et donc qu'on considère Hugo et moi comme étant Mercedes comme étant un top, c'est dire qu'ils ont fait quand même du bon ah travail, oui, tu vois ce que je veux vraiment. dire? Parce que avec l'absence de Lewis Hamilton, ça aurait très bien pu déjà être techniquement une catastrophe, Mm, parce que le feedback technique n'est pas le même entre Hamilton et Antonelli, bien sûr. Et puis symboliquement, on aurait pu se dire en fait cette écurie est totalement inintéressante. Alors qu'en vrai, quand tu vois les perfs de George Russell, on en parlera après, et la montée en puissance mm, relative quand même de Kimi Antonelli, tu te dis, bah c'est une équipe qui quand même conserve de la gueule, quoi. Et ça c'est bien. mm. Je suis complètement Moi, d'accord. je les ai mis dans mes tops aussi. Et j'ajouterais aussi qu'ils ont fait une bonne décision, je ne sais plus à quel Grand Prix c'était, de revenir à l'ancienne version de la voiture, parce qu'ils avaient fait une amélioration qui fonctionnait pas Mm. trop. Mmh. Et c'est ça qui les a aidés à mieux performer sur la fin de saison et qui a aidé aussi Antonelli. Parce Alors que c'était, si je me trompe pas, je et crois que puis, c'était au Grand Prix de Hongrie. Mais ok. entre la Hongrie, c'est à la fin de l'été, effectivement. Après ça, Antonelli, il a été un peu mieux parce qu'avec cette upgrade, enfin, on va dire ça, il était un peu Ouais, perdu, bien quoi. sûr. Toute la tournée européenne, il marque presque pas de points, sauf bah, au C'est ça. Canada, on va dire, mais voilà. Alors, à Imola, je crois qu'il y a un changement dans la suspension où Antonelli il perd tout le peu de confiance qu'il a Mm. Ah, et il se crache, hein, en plus. il se crache partout. Enfin, il se crache partout. Et je crois que dans la tournée européenne, je crois qu'il ne marque que 16 points. Il y a un point en Hongrie et il y a le podium au Canada. Mm. Ouais. Et je dis tournée européenne et je parle du Canada, c'est quand même drôle, mais je, alors, vous avez compris parce que la tournée européenne commence avant. Bref. Ouais. Donc, on va terminer par la championne constructeur, donc McLaren, 2 fois de suite championne constructeur et 7 fois championne pilote aussi. Euh, alors, j'imagine que c'est un top juste pour ces faits-là, même si dans les faits, il y a beaucoup de choses à redire. Hugo, toi qui es fan de Norris, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, est-ce que tu mets l'écurie de ton pilote favori en top quand même? Bah moi je l'ai mis en top parce que bah déjà la voiture est très performante. Sur chaque week-end il dominait ou presque. Franchement on a deux pilotes qui se battent bah, du coup pour le titre aussi de championnat du monde. Donc il y a tout qui va dans leur sens, il n'y a rien qui ne va pas, hormis peut-être les règles, mais ça on en discutera plus tard. Mais il y a tout qui fonctionne en fait, on a une bonne voiture, on arrive à bien la comprendre, on a deux pilotes qui performent tout le temps. Franchement, on peut difficilement, je pense, mettre autre que top. Ouais, bah pareil, hein, pareil. Enfin, je veux dire, ça s'inscrit quand même dans la continuité
de 2024. Mm. Je trouve que d'un point de vue technique, McLaren a réussi un exploit incroyable. Enfin, je veux dire, je rappelle souvent ça parce que ça m'a marqué, mais je me rappelle quand en Arabie Saoudite 2023, ils se battaient pour des P15 et des P17 à la régulière avec Williams. Et que ensuite, 4 mois après, au Grand Prix d'Autriche, tu as cette même écurie McLaren en 2023 qui te sort une évolution qui tout de suite propulse Norris de P17 à P4. Je sais pas d'où ça vient. Et moins d'un an après, à Miami, tu te rends compte que c'est la voiture la plus forte du plateau, y compris devant la Red Bull et devant la Ferrari. Et depuis, chacune des évolutions apportées a fait mouche et a permis à McLaren d'être ultra solide d'un Mm. point de vue technique, aéro. Chaque upgrade a fonctionné tout simplement, ce qui leur a permis de cultiver cette avance, non seulement de rester devant, mais de la cultiver. C'est-à-dire que quand tu vois le début de la saison 2025, et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens étaient déçus, moi compris, tu te rendais compte qu'en fait McLaren avait repris du champ, même par rapport à ses adversaires. Donc rien que pour ça, c'est un top incroyable parce que collectivement, l'équipe a réussi une prouesse incroyable, techniquement parlant, et j'inclus les pilotes aussi dedans, puisqu'ils font partie du développement, ils donnent les feedbacks. Donc ça, c'est aussi à mettre à leur crédit. Et puis au final, le titre constructeur, il est obtenu à Singapour, ce qui est quand même une gifle monumentale, parce que c'est quand même, on a à peine terminé les 2 tiers de la saison que, je sais bien, non, je sais pas compter du tout. On a terminé les 3 quarts de la saison et ils sont déjà champions du monde constructeur. Et cerise sur le gâteau, ou glaçage, comme vous voulez, comme vous préférez, on a le championnat pilote, qui était plus compliqué à aller chercher que prévu, mais on l'a quand même, et donc du coup, c'est un carton plein. Dans les faits, tu peux pas les mettre autrement que sur un énorme top. Mm. D'accord, et les pilotes, on les a beaucoup critiqués, mais je trouve ont été aussi très bons cette année, même s'ils ont eu chacun leur phase. Oui, oui. Piastri au début, Norris à la fin, mais je trouve dans l'ensemble, ils ont été plutôt très bons. Le seul Ouais. bémol que je mettrais peut-être à McLaren, c'est sur les stratégies, parfois qui ont été un peu Ah, hasardeuses. oui. Mm. Hors Papaya Rules, mais on va dire purement stratégie, comme le Qatar, qui a été quand même Ouais. assez bizarre. Las Vegas, c'est quand même un énorme point noir pour eux cette saison, je pense. On n'est Papaya Rules, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, il y a quand même ces choses-là. Mais oui, énorme top sinon. Et, Ouais. et j'avais du mal à un moment donné de me dire s'ils avaient vraiment progressé ou si c'était les autres qui n'avaient pas progressé, par exemple de Ferrari. Ce qui faisait que ça faisait un grand écart. Du coup, j'avais du mal à me dire s'ils avaient vraiment progressé, mais je pense que oui. Je Je pense que pense c'est qu'ils un Je peu pense des qu'ils deux. ont ont prouvé progressé. encore plein de choses. Je pense qu'ils ont progressé en début de saison. Je pense qu'ils ont repris du champ à ce moment-là, mais que eux, ils ont arrêté de développer très tôt. La dernière évolution de McLaren, c'est la Belgique, grosso modo. Quand tu regardes derrière, elle reste devant. Mm. Mais je me rappelle du Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas, qui est à la 15e manche. Tu vois Verstappen prendre un superbe départ devant Norris. Et Norris, il te l'enroule à l'extérieur 2 tours après, sans problème. Mm. Ça, c'était McLaren de la manche 1 à la manche 15. Après ça, tu n'as plus vraiment vu ça. C'est-à-dire que si il y avait une Ferrari ou une Mercedes ou une Red Bull qui passait devant une des deux McLaren, la McLaren avait beaucoup plus de mal à la redépasser. Parce que McLaren a continué de développer, parce que Mercedes a continué de développer, parce que Ferrari, même si elle ne développait plus, des fois, elle était quand même sur des circuits, typiquement au Texas, où elle était beaucoup mieux. Et de fait, la McLaren restait la puissance dominatrice, mais elle n'était plus aussi dominatrice qu'avant. Moi, c'est Mm. plus comme ça que j'ai vu les choses. Ok. Est-ce que tu considères quand même que sur la fin de saison, c'est la meilleure voiture? Parce que j'avais Bien posé la sûr, bien sûr. question, j'avais posé la question à un moment donné s'il n'y avait pas une rivalité un peu avec Red Bull, mais C'est toujours, tu sais, c'est toujours, Hugo, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est toujours compliqué, en fait, de juger ça quand chez Red Bull, on a un seul pilote avec un système très particulier de gestion des pilotes, avec un deuxième pilote qui joue avec les Colapinto et l'autre qui joue la gagne avec les deux McLaren. Je pense quand même que la McLaren était supérieure intrinsèquement, notamment en course. Je ne pense pas qu'elle était en fin de saison largement supérieure comme elle l'avait Mm. été en début de saison, même par rapport à la Red Bull de Max. C'est ça. Quand Norris, je sais qu'Hugo l'a vu puisqu'il est fan, donc du coup, il a vu toutes ces déclarations. Quand Norris disait en début de saison, et même en fin de saison, non, quand il disait, pardon, en fin de saison, mais vous arrêtez pas de dire que la McLaren est ultra dominatrice, vous les médias, mais vous n'avez pas vu la Red Bull de Max, elle est plus compétitive que nous. Tout le monde se foutait de sa gueule. Moi, je ne suis pas de ceux qui se foutent de sa gueule. Là-dessus, honnêtement.
Je pu me foutre de sa gueule sur beaucoup d'autres trucs, mais pas là-dessus. Je pense qu'il marquait un point là-dessus. Je pense qu'il avait plutôt raison. Cette Red Bull était quand même très compétitive aux mains de Max dans les configurations qui étaient les siennes. Et que tout dépend du style de pilotage de chacun, tout dépend du matériel qu'on a entre les mains, tout dépend de la façon de l'optimiser. Alors oui, certes, Max a une capacité d'adaptation absolument incroyable et je ne doute pas que s'il avait la MCL 39 entre les mains, il aurait été champion du monde plus tôt. Ça, je le pense quand même. Mais je suis pas en train de dire comme certains commentaires débiles que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux en disant bah voilà, en fait la Red Bull elle est au niveau de la V-carb et la McLaren est 15 000 km devant les autres. Je pense que c'était plus serré que ça. Oui, Surtout en fin de je saison. suis complètement d'accord. Top. Bon. Je peux le dire. Et ben, on a fini cette partie des écuries, donc on va passer. Allez, bavard. Oh là là. Non, mais il y a pas de souci, y a pas de souci. Ne te bride pas, ne te bride pas. Donc on va passer à la catégorie dans le rétro du coup. Donc en premier, on va un peu évaluer l'action qui nous a le plus marqué dans l'année. Euh, je sais pas si ça vous pose un problème que je commence par moi et après je vous donne la parole. Absolument pas, vas-y. Par exemple. Ah ben vas-y. L'animateur Ben, se sacrifie tout le temps, donc du coup, il faut bien voilà. qu'il soit égoïste, généralement. C'est le syndrome Emmanuel Moine, t'inquiète pas. C'est ça tous les samedis. Donc pour moi, l'action qui m'a le plus marqué cette année, c'est pas forcément un dépassement, c'est le coup de sang de Max en Espagne. Ah ouais. Parce que, alors, on en a parlé en fin de saison parce qu'on se dit peut-être que c'est là qu'il a perdu le titre. Bon, voilà, ça sert pas forcément à grand-chose de rabâcher ça, mais peut-être que ça a joué. En attendant, c'est quand même l'une des rares fois où j'ai vu Verstappen vraiment s'énerver. Enfin, en tout cas, mettre son énervement dans une action, parce qu'évidemment, il s'énerve dans la voiture, on l'a vu l'année dernière en Hongrie, mais de là à donner un coup de roue à un adversaire, c'était assez rare. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. La voiture à l'époque était en plus pas forcément très bonne. On parlait pas du tout de titre, Ah bah ni oui. chez Red Bull, ni chez nous, pour lui. Donc c'est cette action-là qui m'a marqué. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ce moment-là. Je sais Bah, pas ce qui vous a procuré, mais moi je trouve que ça a été très marquant. tu dis qu'on parlait pas de titre à ce moment-là. Je pense que c'est plutôt qu'on a cessé d'en parler à partir de ce moment-là. Et je pense que ça a été la seule vraie erreur de Max à ce niveau-là, parce que Mm. Max, d'habitude, quand il fait un coup de roublard comme ça, c'est toujours calculé. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu voir, contrairement à ce qu'on peut penser de lui, la plupart de ses coups de roue un peu dégueulasses sont le fruit d'une vraie réflexion cynique derrière pour essayer de déstabiliser Oui, l'autre je suis ou d'accord. de gagner des points. Là, il y avait vraiment un coup de sang. Mm. Parce que je pense qu'au fond, à ce moment-là, en Espagne, déjà, stratégiquement, Red Bull se foire complètement. Et donc, du coup, le remet dans les cordes et sous la pression de Leclerc et de Russell au restart, en mettant les pneus hard, là, enfin, un truc un peu débile. Mm. Et surtout, Red Bull, je pense, a compris, et Max en même temps, ont compris en Espagne qu'il ne serait potentiellement plus dans la course au titre parce que Max avait bien du mal à suivre les McLaren depuis le début du week-end. Et surtout, je vous rappelle que le Grand Prix d'Espagne, c'était le moment où tu avais la nouvelle directive sur la Ouais. flexibilité des ailerons avant qui était censée impacter énormément McLaren et qui, au final, ne les a pas du tout impactés, les a fait justement gagner encore un peu plus de terrain. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te mets à la place de Max. Tu dis, OK, j'ai eu un mal fou à suivre les McLaren. Je me suis fait enfumer à la stratégie. Je me fais humilier au restart comme ça. Je suis plus dans la course au titre. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. La FIA, alors, a beau me pénaliser, je vais y aller comme un porc. Et Russell, il va voir ce qu'il va voir parce qu'en plus, je peux pas le piffrer. Là, il laisse parler. Mm. Parce que pour lui, il n'y a plus d'enjeu à ce moment-là. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi je Et pense donc, pareil. effectivement, je suis pas en train de dire il a perdu le titre à cet endroit-là. Je trouve que c'est Non, trop facile pour je le revenir comme pense ça. pas non plus. Mais Par contre, par contre, je ne peux pas penser qu'il n'y a jamais pensé. Mm. Tu c'est vois, évident. vous avez vu la conférence de presse à Abu Dhabi où il s'énerve à moitié contre un journaliste en disant oui, Ouais. vous retenez que cette histoire-là, mais vous retenez pas Kimi Antonelli qui m'explose le cul en Autriche. Ok, très bien. Mais franchement, tu te dis, tu vas, tu es une petite souris dans le cerveau de Max, là, ces 6-7 derniers jours. Osez me dire que ce souvenir du Grand Prix d'Espagne ne lui a pas traversé l'esprit. Mais bien Ça, sûr, je ça peux pas doit le le croire. hanter.
Pour moi, Sans il le pense. hanter, mais simplement juste y repenser, quoi. Oui, vraiment. Je Surtout pense que aussi. tu parlais des erreurs. Moi, j'avais peut-être aussi en tête Silverstone, même si les conditions sont pas les mêmes. Mais là, l'Espagne, c'est vraiment quelque chose qu'il a fait de manière délibérée, alors que Silverstone, bon, il glisse, Ah, voilà, c'est voilà. ça. Mm. Donc c'est pour ça que Silverstone, tu peux te dire, voilà, Silverstone, l'aileron était trop débraqué, c'était pas fait pour des conditions de pluie. Tu peux toujours trouver des circonstances atténuantes, même si Mm. l'erreur est impardonnable, entre guillemets. Mais Les conséquences sont pas les mêmes techniquement. voilà, Mm. l'Espagne, il aurait pu éviter ça quand même. Et du coup, toi, Jérém, quelle est ton action de l'année? Alors, j'ai choisi une action qui va peut-être vous surprendre parce qu'elle n'est pas flamboyante. Tu vois, il y a il y a le classement des dépassements là que F1 est en train de mettre en avant là sur leurs réseaux sociaux. Et le dépassement que je vais mettre en avant à l'honneur, moi, il n'est pas dedans. Mais Ok. pourtant, c'est un dépassement qui m'a marqué et qui, je trouve, qui finalement a eu un impact lourd sur la finale de ce championnat. Et je vais faire plaisir à Hugo parce que c'est un dépassement de Norris. Un dépassement de Norris Sur sur Charles Piastri? Leclerc, Ah. non, sur Charles Leclerc au Texas. Ah Charles oui, Leclerc, ok. Ouais. rappelez-vous, Oui, Charles quelle Leclerc pour un bataille. excellent départ avec sa gomme soft. Norris galère beaucoup à essayer de le suivre parce que Charles Leclerc fait vraiment un boulot formidable ce jour-là. Mm. Mais on sent quand même que la McLaren est un petit peu plus vite. Il tente plusieurs fois de le dépasser. Je crois qu'il il le dépasse une fois avant le premier arrêt. Leclerc l'undercut derrière et ensuite sur 10 derniers tours, il se livre une bataille à couteau tiré qui est magnifique. Norris tente plusieurs fois et à un moment il a cet éclair de génie, j'ai trouvé. C'était de se jeter à l'intérieur du premier virage, donc après la montée là, Oui. tout en sachant que Leclerc allait décroiser et repasser devant, mais ça allait lui permettre, Norris, d'être beaucoup plus proche sur la première portion du circuit pour pouvoir tenter et parachever sa manœuvre sur la ligne droite de retour derrière. Et ça, j'ai trouvé de la part de Norris que c'était hyper intelligent. Et quand on voit qu'au final, ça lui a permis de glaner les 3 plans supplémentaires dont il avait besoin Mm. pour être champion comme ça à Abu Dhabi, alors moi, je me dis chapeau. En fait, c'est une façon. J'ai adoré cette manœuvre parce que j'ai trouvé très intelligente, construite. Tu sais, c'est pas t'appuies sur le DRS ou alors tu te jettes à l'intérieur d'un coup, même si c'est très impressionnant. C'est vraiment une manœuvre qui avait été pensée, réfléchie, Mm. conceptualisée des minutes et des secondes avant, en fait. Et c'est Ouais. ça que j'aime bien. Et je trouve que ça traduit surtout l'intelligence du pilote parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert chez Norris cette année. C'est que c'est un mec qui est très intelligent en course. Quand il est dans les bonnes dispositions, quand il n'est pas énervé, quand il est voilà. Et ça, je salue ça. Tu vois, Hugo, tu dois être content là. Bah là, franchement, j'ai plus envie de parler. J'ai envie de passer à la suite parce que la mienne parle pas de Norris et ça me va si on termine sur Norris. Ah, vas-y, La, non, qu'est-ce que... la mienne, moi, c'était Max à Imola, l'overtake qu'il a fait sur Piastri. Euh, Ah, c'est beau ça. j'ai trouvé ce moment incroyable. C'est pas le dépassement de l'année que tout le monde va parler, mais moi, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Ce qui est impressionnant dans cette manœuvre, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait, Max prend pas un très bon départ C'est et ça. qu'il est sur la Oui, défensive. Et il qu'il part arrive P3 en à plus. transformer la défensive en attaque. Et Mm. ça, c'est un truc hallucinant. C'est vraiment ça. Et du coup, bah, moi, c'est celle-là qui m'a le plus touché. Et du coup, voilà. Et je Ah, c'est une très belle rebondis manœuvre. tout à l'heure, pendant ton anecdote, Jérém, il y a bah, Alan, notre collègue là, qui a dit, bon d'accord, en plus j'avoue que c'était une bataille de fou parce que lui, il est pro Piastri. Donc voilà, Ah, Norris est meilleur, mais bon, c'est pas grave, tu le sais déjà. eh bien, bonjour Alan. De toute façon, les absents ont toujours tort, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Je sais pas si le dépassement de Max il a été voté comme étant le plus beau dépassement de l'année, parce qu'il y a eu les FIA Awards, mais je sais pas si c'est celui-là qui a été Alors, souligné. non, ils en ont parlé, mais pour l'instant, ils en ont parlé au FIA Awards, mais le classement Formula One n'a pas été encore. Mais je sais qu'il fait partie des nominés, celui dont Ouais, tu Ah ouais, parlais. j'y avais pas vu, ok. ouais. Ouais, il fait partie des nominés. Il y a aussi Hamilton à Silverstone, là où il Ouais. dépasse Russell et je sais plus Mm. qui en même temps. Bah, il y en a Enfin, t'en deux de as plein, quoi. Piastri aussi. Ouais. T'en as plein de Piastri, parce que Piastri a fait des manœuvres, genre, bah, tu sais, l'extérieur Ah sur ouais. Hamilton en Mm. Australie, Ouais. l'extérieur sur Hamilton à Jeddah. Mm. Difficile pour Lewis quand même, hein. Tu vois, Vraiment. ouais.
Donc bon. Du coup, on va passer au GP de l'année. Alors, j'ai vu ce que tu avais mis dans l'émission Pole Position GRM. Tu as mis le Grand Prix d'Australie. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas écouté, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as mis ce Grand Prix? J'ai mis le Grand Prix d'Australie, mais ouais, j'aurais pu en choisir un autre, effectivement, mais je vais rester sur le Grand Prix d'Australie parce que bah, incertitude météorologique, déjà, ça fait quand même vraiment la différence. Ça dévoile justement la capacité des équipes à être calmes et à être proactives et à être bonnes stratégiquement parlant. Ça, c'est déjà un truc que j'aime beaucoup. Ça fait part des talents d'équilibristes des uns et des autres. Euh, c'est c'est comment dire? Est-ce que ça reflète la saison un peu, tu penses, Ouais, cette course voilà, aussi? quand Star disait, ouais, ça reflète un petit peu c'est un petit peu un reflet symbolique de la saison, même si finalement j'ai juste aimé cette course stricto sensu parce que c'était une bonne course, quoi. Avec des pilotes qui étaient sur des œufs, avec des pilotes qui ne devaient pas faire d'erreur. Norris qui ouvre la piste. Quand tu ouvres la piste dans des conditions comme ça, c'est Mm. extrêmement dur de ne pas faire d'erreur. Finalement, il en fait une, mais elle n'est pas terminale. Piastri, on était un peu en désaccord samedi un peu là-dessus, mais j'ai re-regardé les images. Piastri y arrive quand même sur ce virage de manière un peu plus bourrine et au final ça se passe mal. Verstappen qui fait aucune erreur, Norris qui gagne un Grand Prix que je ne le voyais pas remporter non plus. Tu vois, il y a Antonelli qui fait ses premières armes, tu vois, Mm. l'émotion à Jar. Il y a quand même beaucoup de choses sur ce Grand Mm. Prix et je trouvais que, tu vois, pour un Les nostalgique Ferrari comme 1 moi, et 2 à un moment donné. voilà, ouais. Ouais. Euh, pour un nostalgique comme moi qui aimait bien me lever à 5 heures du matin pour reprendre la Formule 1 avec le Grand Prix d'Australie, bah, ça faisait du bien Mm. de voir une ouverture de saison de Formule 1 comme ça. Ok. Et pour toi, Hugo, quelle est la course de l'année, selon Et toi? bah pour moi, elle va être un peu biaisée par mes affections envers Lando Norris, mais la dernière, Abu Dhabi, pour moi, c'était incroyable parce que bah comme je l'aime bien, du coup bah il y avait la bataille avec Leclerc qui lui foutait la pression derrière, qui m'a stressé une bonne partie de la course, le dépassement avec Tsunoda, à la fin bah, la délivration où il était hyper ému, tout ça. Moi franchement ça m'a touché et puis un peu le côté déjà nostalgique de la fin de l'ère du DRS, tout ça, de la nouvelle Ouais. réglementation. Donc pour moi celui-là, mais un peu biaisé, bah, parce que forcément il y a les émotions Bah de... non, Parce que il j'adore faut, hein. Norris, quoi. On a toujours des subjectivités de toute façon. Exactement. Moi, c'est la pluie et les têtes à queue, toi, c'est Norris. Non, et puis, non, mais je comprends en fait l'idée aussi de les clôtures d'Abu Dhabi, quand il y a du suspense et quand il y a des belles histoires à raconter, en général, ouais, ça te plonge souvent dans une nostalgie et de bonnes émotions. Tu vois, l'année Mm. dernière, tu avais la dernière course d'Hamilton chez Mercedes. C'était très fort aussi Ouais, d'une certaine manière. En 2022, c'était la retraite de Sébastien Vettel. Il y avait des images fortes aussi. c'est clair. Donc, c'est pas du tout absurde, je trouve, d'opter pour ce genre de décision. Et alors, toi, du coup, Justin, Moi, j'ai mis Silverstone, terre de Ah, Lewis bah, Hamilton. Moi, je suis fan d'Hamilton. Donc, ah, ok, d'accord. moins évident qu'Hugo cette année, mais en tout cas, Mais Google Norris, du coup. du coup, j'ai mis cette course parce que, un peu comme l'Australie, il y a eu beaucoup de choses. Donc, déjà, il y a eu la pluie comme Mm. dénominateur commun. Il y a aussi de l'incertitude, etc. Il y a eu un peu de drama. C'est un peu la F1 d'aujourd'hui, mais avec Piastri sous safety car, etc., la pénalité qu'il prend et les teams radio qui avec McLaren, etc. Donc, ça Bien rajoute sûr. un peu de piment. Il y a le podium d'Hülkenberg. Il y a les dépassements de plusieurs pilotes sous la pluie comme Hamilton, etc. Il y a aussi un peu de paris stratégique au tout début de la course avec certains pilotes qui mettent des pneus 7, il me semble. Finalement, ça marche pas trop, mais en tout cas, voilà, on se dit pourquoi pas. Mm. Certains pilotes expérimentés qui partent à la faute, comme Leclerc, comme Russell. Des rookies qui aussi partent à la faute, mais bon, ça, on leur pardonne un peu plus. Mais certains qui s'en sortent un peu mieux. Et finalement, donc, Norris qui gagne à domicile, c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment bien. Et généralement, Silverstone produit des grands Bah prix ouais. qui sont bien. Et alors évidemment, c'est pas au même niveau de 2024, mais 2025 était très bien. Il n'y a pas eu beaucoup de courses qui m'ont marqué cette année, mais elle en fait partie. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Silverstone ne déçoit jamais, hein. Franchement, ça Ah te ouais, très procure rarement. toujours une émotion incroyable. Tu vois la ferveur des gens. Tu sens que tu es vraiment dans le berceau de la Formule 1. Je trouve que c'est ensuite un événement qui a été vraiment bien revitalisé sous l'ère Liberty Media. Il y a plus de proximité avec les fans en plus. Et puis c'est un tracé qui est juste oufissime. Mais tu Mm. vois, de tous les Ouais. tracés qui ont été reconfigurés de manière récente, je trouve que Silverstone, c'est le tracé qui a le mieux réussi sa mue parce que
il n'était pas toujours comme ça. Il a changé à partir de 2010. C'était un tracé un peu différent avant et je trouve qu'il est encore mieux pour le racing aujourd'hui. Moi, c'est celui que je préfère, honnêtement. Hmm. Moi, ça Il est m'étonne pas. magnifique. Mm. Ouais. Et ensuite, on va passer à la performance de la saison. Euh, Pareil, Jérém, quelle est ta performance, la performance qui t'a le plus marqué cette saison, de la part d'un pilote? J'ai complètement oublié de réfléchir à celle-là. Hugo, je te laisse y aller. Et bah moi, Je réfléchis un peu. pendant que tu réfléchis, moi ce serait au Grand Prix de Grande-Bretagne, le podium du Hülkenberg tout simplement, hein. Franchement, pour moi c'est la perf de la saison parce que bah on s'y attendait pas. 239 ou 38 Grands Prix avant son podium, je crois. Hmm. Donc Ouais. franchement, pour moi c'est la perf de la saison. Mais en plus, il partait de loin sur la grille C'est et la ça, stratégie c'était l'a bien aidé. comme j'ai dit, vraiment inattendu. Il part de loin Ouais. et il nous claque un podium, donc pour moi, ouais, ce serait ça la perf de la saison. Partez P19, le bougre. Ouais, Bah, dis Ouais. donc. Et ce qui est fou, c'est Euh, qu'à un moment donné, il se battait avec Stroll pour les premières places. Eh ben écoute, fallait pas me laisser du temps pour penser, parce que du coup, j'ai pas une, mais trois performances très rapidement. La première, c'est Carlos Sainz au Qatar. On en a parlé très rapidement, mais au-delà du cafouillage stratégique de McLaren, il faut voir le rythme qu'il avait sur sa Williams ce dimanche-là. Mm. C'était prodigieux. Tu te dis, tu as l'impression que tu mets ce pilote-là dans n'importe quelle condition, il sera capable à certains moments d'extraire des performances folles. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Deuxième performance, je mets Leclerc à Mexico. Parce que Leclerc à Mexico, il fait un départ un peu controversé parce qu'il coupe, etc. Et tout. Mais il fait un deuxième relais en gomme soft qui est interminable et qui est juste prodigieux. Mm. Euh, et ça, très peu de gens l'ont noté malheureusement. La troisième performance, j'aurais pu mettre du Verstappen, mais à la limite, tu fais les 24 Grands Prix, évidemment, tu peux faire les top performances de Verstappen, mais c'est pas très original. En tout cas, de toutes les faire. Et la troisième performance que je mets, c'est le George Russell à Singapour. Parce que George Russell à Singapour, il se crache en EL2, je crois. Donc du coup, ça flingue un petit peu son Mm. niveau de confiance, mais il te signe une pole magistrale le lendemain et il gagne la course. En plus, une des courses les plus compliquées de la saison parce que vous avez vu Drive to Survive sans doute. La chaleur à Singapour est très très compliquée à gérer. Et voilà, moi c'est ces trois performances qui, là comme ça, de but en blanc, m'ont beaucoup marqué. moi je me Et pour permets parler juste de de... rajouter, comme t'en Ouais. as mis plusieurs, je fais un petit big up quand même à, à Norris qui a quand même fait le tour à Monaco de qualif Ah oui, incroyable. incroyable. Donc voilà. Et on a aussi Flo qui nous dit dans le chat Verstappen à Sao Paulo pour en choisir une seule. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, la remontée de Eh Sao ben, Paulo, c'est... elle était Ouais, dingue. Mais la pole de Monaco, Hugo, je te rejoins. En plus, battre Leclerc sur ses terres, on sait à quel point il est incroyable à Monaco et surtout en qualif. C'était fort puisque je crois que c'est Norris qui prend la pole, ensuite Leclerc qui la reprend et ouais, Norris qui doit la reprendre ouais. derrière pour signer le record du tour derrière. Bah, j'étais encore une fois sur place à ce moment-là et il avait un niveau d'engagement Ouais. au niveau de la rascasse de ce que j'avais vu qui était époustouflant. Mm. Eh ben, à l'instar de Flo, moi, c'est la performance de Verstappen au Brésil Ah qui m'a beaucoup marqué. Alors, l'année dernière, pareil. Bon, évidemment, c'est pas au même niveau. ouais, Mais là, j'attendais pas forcément à ce qu'il fonctionne. Mal m'en a pris, parce qu'évidemment, Max contredit souvent ce qu'on pense. Mais comme dans d'autres courses, en qualif, c'était pas trop ça. Première élimination en Q1 en rythme pur pour lui. Donc je m'attendais pas forcément à une bonne course de sa part le lendemain. Et pourtant, en partant de la voie des stands, il arrive à signer un podium en faisant une course incroyable, en ayant eu une crevaison au départ qui l'a obligé à rentrer au stand. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et il est pas loin de faire une P2 parce qu'il est dans les échappements d'Antonelli à la fin. Et une nouvelle fois, il m'a impressionné sur cette course. Je suis pas forcément un grand fan de Max, même si cette année ça a évolué. Mais j'ai trouvé que ça montre encore une fois comment Max peut sublimer ce genre de voiture et même en partant d'avoir des stands, remonter aussi haut, quoi. Remonter même sur le si, podium. même si Antonelli, si Antonelli avait pas tenu sur Max, il sera champion du monde.
Non, je suis pas comme Ouais. ça quand même, mais Ah, ouais, bah, non, je trouve. J'ai mis cette course. Mais je suis d'accord avec vous sur les autres, mais en tout cas, non, non, mais pour moi, c'est celle-là. c'était très très fort, effectivement. Donc tu es Autant je d'accord m'attendais à qu'ils reviennent dans avec le top Flo 10, aussi. etc. Mais sur le podium, ouais, ça, je m'y attendais pas. Ouais. Donc on va passer à la question, un peu la question du jour comme on faisait dans nos débriefs. Cette fois consacrée aux rookies. Alors on a pris un peu tous, Jérém, j'ai mis Lawson, notamment Ouais, Nicolas Pinto, etc. ouais, On va considérer, on va dire que c'est leur première saison pleine, pardon. voilà, pour les comparer comme ça. Donc du coup, Isaac Adjar, Antonelli, Berman, Colapinto, Bortoleto et Lawson, on va pas mettre Douane parce que bon, il n'a pas fait beaucoup de courses. Euh, qui est selon vous le rookie de l'année? Est-ce qu'il y a débat ou est-ce que vous avez mis des personnes différentes? Jérém, je te laisse commencer. Bah, il y a, moi, je laisse Adjar en rookie de l'année, mais il y a débat. C'est pas en mode comme j'ai pu le lire et l'entendre, Adjar sans contestation possible. Je trouve que ce qu'a fait le pilote français est juste incroyablement solide. Les 15 entrées en Q3, la régularité, l'absence d'erreur, moi c'est surtout ça qui m'a Mm. frappé. Il fait très peu d'erreurs hein, dans cette saison, Isaac. Moi, ce qui m'a surtout frappé, par contre, ce qu'il faut mettre en avant, pardon, c'est que Isaac Adjar est chez Visa Kachap, qui était quand même une bonne voiture de midfield, à mon humble avis, aux côtés d'un Liam Lawson qui était un peu perturbé psychologiquement et qui reste un rookie. Quand tu prends les autres rookies de cette saison, ils sont quand même à côté de pilotes très expérimentés, pour ne pas dire des mastodontes. Antonelli, il est à côté de Russell chez Mercedes, donc la pression n'est pas la même. Berman est à côté d'Ocon, qui est un pilote très expérimenté quand même. Bortoleto est à côté d'un Hülkenberg dont on sait ce qu'il peut faire, pour donner ces exemples-là. Donc, si tu veux, comparativement aux coéquipiers et au contexte collectif de ces rookies-là, pour moi, Isaac Adjar ressort, mais ressort de peu. Mm. Mais Mm. ce que j'ai dit, voilà, le podium, la régularité, l'absence d'erreur, les entrées en Q3, la mentalité, c'est quand même une révélation ce mec-là. Avant de te donner la parole, Hugo, tu parlais des 15 entrées en Q3, c'est le même nombre qu'Hamilton cette année. Donc Ah, Et ça veut ça, tout dire. t'étais pas obligé, tu vois. Il est aussi fan d'Hamilton, donc voilà. ah bah non, Euh, Norris, Hamilton, faut choisir. Ah bah. Choisis ton combat. cette année, il a choisi. Donc, Cette année, ouais, ce serait plus Norris quand même. Ouais. Je vais dans la et donc, facilité, lui peut-être. Mais alors, ça doit être très bizarre quand éteins la télé, du coup. Parce que, c'est-à-dire, tu vois Norris champion du monde et Hamilton Qui qui passe pas la pleurniche derrière. Q3. Mm. Si tu dois avoir un œil qui pleure et un œil qui rit, quoi. Enfin, C'est exactement ça. J'ai vraiment le visage en deux. C'est horrible. et donc pour toi, Hugo, est-ce que c'est Isaac Hadjar ton rookie de l'année Et bah comme moi, Jérém j'ai ou est-ce pas que mis c'est un Isaac autre? Adjar, mais les arguments m'ont fait pencher finalement pour Isaac Adjar. Donc je vais pas redire ce qui a été dit, mais du coup voilà. Mais moi du coup je vais défendre un peu quand même. De base j'avais mis Antonelli, mais c'est vrai ok. que bah, si tu prends proportionnellement, bah, Adjar a fait de plus belles perfs, a été un peu plus constant. Mais Antonelli, moi, m'a bien surpris. De part aussi, bah, il était à côté d'un bon pilote, certes, ça a aidé, mais il comble quand même Hamilton. Et la pression devait peut-être être dure, je ne sais pas comment il l'a géré, mais j'ai trouvé qu'il a plutôt bien géré ça. Et franchement, une plus-value à Antonelli pour moi. Je suis très d'accord, je suis vraiment d'accord avec toi, hein, mine de rien. C'est quoi? C'est trois ou quatre podiums, Ouais, une vraie progression en fin de parcours, et puis bah, symboliquement, rentrer dans le costume, dans le costard hamiltonien, faut le faire. Et non, je suis d'accord, ça se vaut, hein. Puis aussi sur les dernières courses, je trouve qu'il était au-dessus de Russell quand même. Il Oui, finit beaucoup ouais. mieux la saison que Russell, je trouve. ouais, ouais. Sur deux, trois rendez-vous là entre le Mexique et Vegas, je suis Russell, Mm. C'est depuis qu'il a lu le Attention livre de Senna, 2026. ça l'a. attention 2026, exactement. Et ben moi, ça sera comme Jérém, j'ai mis Hadjar, notamment pour la régularité. Antonelli a été un peu moins régulier, c'est pour ça que je l'ai pas mis, même s'il a peut-être été un peu plus flamboyant à certains moments. Mm. Mais j'ai choisi Adjar non pas seulement pour son podium, même si c'est la consécration de toutes ses performances qui donne ça. Très bon en qualif, régulièrement en Q3.
Et il fait des plutôt bonnes stratégies aussi. Ce qui m'a peut-être un peu dérangé avec lui, mais ça c'est son caractère, c'est que des fois il s'énerve un peu. Mm, Même des fois il finit pas des tours de qualif parce qu'il sait qu'il l'a loupé. Voilà. Mais c'est son personnage. Donc voilà. Et je pense que ce caractère-là ira bien chez Red Bull, je pense. Donc Oui. voilà. Il y a Mais moyen. c'est pour ça que je l'ai mis dans mes comme rookie de l'année. C'est dommage qu'ils finissent pas dans le top 10, mais après c'est comme ça. Mais Merci voilà. Fernando. Mm. Ouais, Mais par contre, c'est ce que dit Alan dans le chat. Il a dit Alonso pour son impressionnante expérience malgré sa saison rookie. Ah ouais, franchement, ouais, avec la boutade, t'es pas loin de. Moi, je suis pas loin de penser à ça parce que c'est quand même. Le vieillard, il en a encore sous la pédale, hein, c'est dingue. Mm. et je pense que qui n'est pas rookie de l'année, mais mention honorable quand même, je pense à Bortoleto et Berman qui font quand même Ah oui. Oui. tous les deux des bonnes saisons. C'est pour ça que ça a été très dur, hein, je trouve, cette décision, parce que à plein de moments, tous ces rookies se sont vraiment illustrés, quoi. Berman en fin de saison, Bortoleto en milieu de saison, Mm. et tu sens qu'en fait, on a un panier de jeunes pousses là qui est très impressionnante. Mm. Et on a hâte de les voir l'année prochaine. Lawson aussi, enfin, même s'il a un peu plus d'expérience Ouais. que les autres, mais je l'ai trouvé assez intéressant cette saison aussi. Bah, vu la fracture psychologique qu'il a eue, la douche froide qu'il a eue dès le début de saison, c'est-à-dire passer par la moulinette Red Bull, le rouleau compresseur Red Bull, ensuite débarquer fraîchement dans une écurie dont tu n'as pas participé vraiment à développer, à comprendre la monoplace. Mention honorable quand même parce qu'il termine. On parlait des 15 Q3 d'Adjar, mais je regardais ça tout à l'heure. Lawson fait 8 entrées en Q3, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Et Mm. puis il termine 14e du général avec 38 points, ce qui est seulement 13 points derrière Isaac Adjar. Franchement, Ouais. avec des performances de choix comme l'Autriche, le Brésil, Bakou aussi, qui était vraiment en forme dans son chef. Mm. Mm. Donc il se fait P5 à Bakou en plus, donc c'est Ouais. fort. Et il part P3 à Bakou. Et il part P3, oui, c'est vrai. Ouais. On va passer au débat un peu virulent de cette saison vis-à-vis des Papaya Rules. On va pas forcément dire ce qu'on en pense, si c'était bien ou pas, mais du point de vue de McLaren, on va essayer de se mettre de son point de vue à elle. Est-ce que vous pensez que McLaren a eu raison d'imposer des Papaya Rules cette saison? Euh, Hugo, si tu souhaites commencer. Bah, pour moi, ils ont eu raison un peu oui et non. Oui au début, parce que bah ils savaient pas trop, en gros jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un gros écart de points pour chercher le championnat personnel pilote, et bah c'était plutôt ok pour moi de favoriser personne, de les laisser se battre en course, de voir qui était entre guillemets le meilleur, sans qu'il y ait d'accrochage et que ce soit un peu fair play. Pour moi, un peu le signe de respect, c'était plutôt une bonne approche. Après, vers la fin, ça aurait peut-être pu assurer un peu plus Norris, par exemple, comme on voyait qu'il commençait à se détacher et qu'il y ait moins la menace Verstappen. Ça aurait pu être intéressant bah, de les arrêter à ce moment-là et de favoriser. Mais c'est vrai qu'après, si tu fais ça tout le temps, l'arrêter en fin de saison, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, plutôt pour, enfin, plutôt, je dirais que je comprends ce qu'ils ont fait, mais ça peut être dangereux, quoi. Euh, je suis plutôt d'accord. Je trouve que le, tu peux te dire qu'ils ont eu raison de le faire de facto à partir du moment où ils ont obtenu le titre pilote. Parce que maintenant, ils auront besoin de dire, bah voilà, on est resté fidèle à notre philosophie quasiment jusqu'au bout. Mm. Et on a quand même été titré, même avec 2 points d'avance sur Max, mais on a quand même été titré. Voilà. Mais ça aurait très bien pu être complètement désastreux. Mm. De base, je suis pas forcément pour le concept même de Papaya Rules. Je trouve qu'en fait, ça n'engage que ceux qui obéissent. Et je trouve que ça en a dit plus long sur les pilotes que sur l'écurie elle-même. Je trouve que ça en a dit plus long sur le manque de personnalité parfois des pilotes que sur les instigateurs de ces Papaya Rules, c'est-à-dire en gros Andrea Stella et les différentes parties du muret. Je te donne un exemple très simple. Quant à Singapour,
Oscar Piastri se voit bousculé par Lando Norris au premier tour. Mm. Il passe 20 tours, c'est-à-dire toute la durée du premier relais, à se plaindre, à se démobiliser, parce qu'il perd des secondes fatidiques par rapport au top 3 qui est devant lui, parce qu'il est énervé, il est déconcentré, il n'arrive pas bien à gérer, etc. Il gueule à la radio en disant c'est quand que vous allez inverser les positions, c'est quand que vous allez inverser les positions en vertu des Papaya Rules. Ce qui me gêne là-dedans, et c'est pour ça que je dis que ça en dit plus long sur les pilotes qui obéissent à ces Papaya Rules qu'aux instigateurs des Papaya Rules eux-mêmes. Ce qui me gêne dans les Papaya Rules, c'est que ça a aseptisé ce qui devrait faire le sel d'un pilote, c'est-à-dire son esprit de compétition et sa hargne. Et c'est ça que moi j'ai pas aimé. Les Papaya Rules, c'est certains trucs, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte dont tu peux t'affranchir dans l'absolu. Et c'est pour ça que j'ai aimé, je parlais du Grand Prix de Singapour, j'ai aimé ce qu'a fait Lando Norris ce jour-là. Cette manœuvre au départ, parce que c'était pas dans les Papaya Rules, il l'a fait. McLaren s'est retrouvé bien perturbé derrière, il voulait pas inverser les positions parce que ça aurait signifié que on aurait perdu du temps par rapport au top 2 qui étaient Russell et Verstappen et compagnie. Mais tu te mets à la place de Norris, tu as entre guillemets désobéi à l'esprit de la règle, mais tu es allé chercher tout seul en conquérant ce qui allait aboutir à un titre quelques mois plus tard. Pour moi, Singapour, c'est un moment déterminant dans la saison de Norris. Donc, sur le principe, je suis contre les Papaya Rules. Je ne trouve pas non plus choquant que McLaren les ait promulgués, les ait imposés, les ait médiatisés comme ça, parce que je pense qu'ils essaient de se protéger de questions gênantes, parce qu'on sait que la gestion pilote dans une écurie dominatrice, c'est toujours un tabou par les médias, parce que vous savez, il y avait la jurisprudence Schumacher-Barrichello en 2002, vous avez peut-être entendu parler de ça, la jurisprudence Prost-Senna, la jurisprudence Hamilton, Alonso chez McLaren, Rosberg-Hamilton chez Mercedes et compagnie. On n'ose pas parler de ça, on est très gêné en tant qu'écurie de parler justement de gestion pilote. Et McLaren a essayé d'aller au-devant de ça, au-devant des questions gênantes en disant, bah voilà, nous on a une charte simple qui stipule que si, que ça, que ça, que si, machin. Sauf qu'à force en fait de les expliciter médiatiquement, ils se mettaient en porte-à-faux parce qu'à chaque fois qu'il se passait un truc, ils devaient se justifier non seulement auprès des pilotes, mais aussi auprès des médias derrière. Et c'est ça qui était très compliqué. Donc à la base, c'est pour ça que je dis que je suis pas trop fan des Papaya Rules parce que tu as toutes ces contradictions qui interviennent derrière. Et puis ça a tendance à attendrir, à rendre plus mou les pilotes derrière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été très déçu de Piastri à Singapour, mais aussi la raison pour laquelle j'ai été très agréablement surpris par Norris à ce même Grand Prix de Singapour. Parce que même si les Papaya Rules existent, il appartient aux pilotes d'y obéir ou pas. Et je trouve que Norris y a désobéi au meilleur moment. Oui. Alors tu mentionnais Singapour, mais il y a aussi Silverstone où techniquement il demande aussi à son board d'inverser les positions. Parce qu'il dit vous considérez que c'est injuste la pénalité que j'ai eue, donc inverser. Alors c'est beaucoup plus tôt dans la saison, mais c'est arrivé aussi là. Mais tu vois, c'est là où je veux en venir. C'est qu'on pourrait se dire c'est politiquement malin. Peut-être que on pouvait se dire à l'époque c'est politiquement malin parce que voilà, il essaie en plus de médiatiser le truc, il sait très bien qu'à la télé on va entendre cette conversation radio, donc il va essayer de retourner l'opinion publique pour lui, etc. Mais au final, c'est juste un mec qui vit dans un monde de bisounours que son équipe a essayé de lui inculquer en fait. Parce que s'il voulait prendre le pouvoir à ce moment-là, déjà, il fallait pas qu'il fasse cette fausse sous safety car. Il fallait pas qu'il cède cette première position, quoi qu'il en coûte. Et pareil à Singapour. Donc, c'est ça, si tu veux, qui me gêne, c'est qu'après, les pilotes sont dans la négociation permanente et pas dans le sportif. Et on a vu la même chose à peu près à Monza, même si les circonstances sont pas exactement les mêmes. Piastri finit par s'écarter pour laisser passer Norris. Sans doute, on se dit qu'il s'achète un prêté pour rendu en se disant voilà, je obéis aux Papaya Rules, mais un jour, Norris me rendra l'appareil. Et je trouve que c'est nul, enfin, c'est décevant, c'est énervant, c'est agaçant de voir un pilote penser comme ça parce que ça manque de sport, quoi. Tout simplement, ça manque de sport. T'as l'impression d'être avec un groupe d'experts comptables en costard orange qui te. Tu vois, voilà. Donc, sur le principe, je suis contre. Et je trouve que encore une fois, ça en dit long sur les pilotes que sont Norris et Piastri. Et j'espère qu'à l'avenir,
elles seront plus discrètes, ces Papaya Rules. Elles seront moins proéminentes, ces Papaya Rules. Ça dépendra du niveau de compétitivité de la McLaren, bien sûr. Parce que j'ai envie de voir les pilotes s'exprimer, quoi, tout simplement, complètement. Et il y a eu beaucoup de rumeurs cette année comme quoi c'était plus Piastri qui subissait ces Papaya Rules Ouais. que Norris, même si c'est pas forcément volontaire, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes où il semble subir, même si c'est pas forcément quelque chose de délibéré. Ouais. Est-ce que tu partages cet avis, Hugo, que ça soit que d'une manière c'est plus Piastri qui a subi, que ça soit le hasard ou pas, mais que Mm. c'est plus lui qui a subi, ou c'est juste, ou c'est pas forcément une volonté de l'écurie de l'avoir fait contre lui. Je pense que c'est pas forcément une volonté de l'écurie de l'avoir fait contre lui, mais c'est vrai que si on regarde, ça l'a quand même un peu avantagé. Là, Norris, c'est du coup, clair, ça a mais avantagé après, est-ce plus que c'est Norris. fait contre lui ou pas? Je pense pas. Il y a les circonstances de course ont fait que Piastri a été plus désavantagé que Mm. Norris. C'est un fait. Mais les circonstances de course, qui dit circonstances dit pas volontaire, c'est des circonstances. Mm. Donc Piastri, je pense à certains moments, s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, Ouais. a fait certaines erreurs qu'il ne devait pas faire, typiquement Silverstone, mais bon, ça c'est un autre cas de figure. Et donc évidemment, Norris en a un petit peu plus bénéficié. Mais on peut pas en appeler au complot en disant on a volontairement voulu que Norris soit champion du monde. Effectivement, je rejoins l'avis de mon poteau Lucas là-dessus, qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Euh, Évidemment que Norris est le fils prodigue de McLaren et Oui. qu'on avait peut-être symboliquement une préférence pour qu'il soit titré, parce qu'il est là depuis plus longtemps, c'est logique. C'est juste Oui, logique. puis il emmène plus l'écurie avec lui que Piastri, peut-être. Peut-être, ouais. Et historiquement, voilà, il y a une force centrifuge plus concentrée côté Norris. Mais c'est pas parce que symboliquement tu as une préférence pour l'un que tu vas pas mettre en place des règles. Enfin, c'est pas parce que tu as une préférence symbolique pour l'un que tu vas désavantager forcément l'autre en pratique. Oui. Je pense que c'est ça, quoi. Oui, je pense aussi. Oui, s'ils avaient vraiment préféré Norris, il n'y aurait pas eu de Papaya Rules, normalement, ça aurait été que Ah bah, bien Norris. sûr, Donc, bien sûr. Oui, il aurait été champion du monde beaucoup plus tôt. mm. Ouais, ouais, ah oui, sans doute. Ah bah, sans doute, hein. Par contre, je sais pas ce que t'en penses, Jérém, mais nous, avec Hugo ou Alan, on était plutôt d'avis qu'une fois que le titre constructeur était acquis pour McLaren, il n'y aurait plus de Papaya Rules, par exemple. Bon, on a été un peu naïf peut-être là-dessus, mais on se disait peut-être qu'une fois que le titre constructeur est Mm. acquis, parce que c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, après les pilotes pourront se battre. Et bon, finalement, c'était pas le cas, mais on s'est dit peut-être qu'ils laisseront les pilotes se battre après ça. Bah, tu vois, c'est là toute l'ambiguïté du terme Papaya Rule. C'est que vous considérez que c'était pas une façon de laisser les pilotes se battre, mais eux, Andrea Stella et Zach Brown, ils vont te dire, bah non, les Papaya Rules, justement, c'est autoriser nos pilotes à se battre, mais dans certaines limites. Mm. Vous, ce que vous pensiez, c'est que peut-être ils se débarrasseraient de ces limites-là et qu'ils pourraient justement se foutre sur la gueule, quitte à s'accrocher, quoi. C'est à ça que vous pensiez, non? Un peu dans l'idée, enfin, je me disais, une fois que le titre est acquis, bon, bah après, Mm. vous vous battez, tu vois. Non, mais moi, j'avoue que je pensais pas qu'ils allaient de toute façon les remettre en cause. Ça avait pas forcément d'intérêt puisque ils l'ont vraiment packagé ce truc-là. C'est-à-dire à chaque fois dans les médias, dans les conférences de presse, on parlait. Zach Brown et André Stella parlaient des Papaya Rules en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça. Regardez comment on a une mentalité sportive clean. Je pense que c'était vraiment un truc qui voulait tenir jusqu'au bout. Donc non, non, ça m'a pas étonné de les voir être conservés pour le coup. Et c'est dommage parce que tu vois, typiquement, on parlait du Qatar. Je pense qu'il y a une erreur stratégique à la base Mm. de la part de McLaren qui n'a rien à voir avec les deux pilotes. Ils sont tout simplement plantés. Et le problème, c'est que quand tu es en tête dans ces moments-là, c'est difficile de savoir, de jauger par rapport aux autres si tu dois t'arrêter ou pas t'arrêter. Mais le fait de ne pas avoir arrêté les deux et de ne pas avoir dissocié les stratégies, ça, c'est vraiment consubstantiel aux Papaya Rules et qui ont failli leur coûter très cher parce que on a arrêté l'un et pas l'autre, c'est forcément désavantager un. Mm. Et arrêter les deux, c'est désavantager celui qui s'arrête juste derrière parce qu'il est obligé de patienter et de rester à son box pour éviter un unsafe release. Donc on a laissé les deux en piste pour le pire. Mm. Donc Ils étaient flexibles après. voilà, c'est ça. Mais bon, c'est
Après, ils étaient Ouais, pas loin voilà. de les abandonner pour Abu Dhabi, hein. Ils avaient annoncé qu'il y aurait Ouais, peut-être des team orders à l'encontre de Piastri si Ouais, jamais. bah oui, mais en Heureusement, fait, il y en a pas. Heureusement pour eux, il n'y en a pas eu. c'est Mais ça tout le problème, je trouve. En fait, c'est ça tout le problème, c'est que ils ont beau jeu de dire ça à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que ils ont encore une fois packagé médiatiquement ces Papaya Rules. Ils ont fait suer leurs pilotes avec ça pendant toute la saison, en les disant voilà, traitement équitable, machin, vous pouvez vous battre, mais dans certaines limites, machin. Plutôt crever que plutôt laisser gagner Max que devoir donner un team order à un de nos pilotes. Donc, ils te font ça sur 9 dixièmes de la saison. Quelle légitimité aurait-il eu à demander à Piastri à Abu Dhabi, bah, écarte-toi maintenant pour laisser passer Lando Norris? Ils auraient peut-être pu le faire. Ils l'auraient peut-être fait. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que Piastri aura eu toutes les raisons et tout le droit de dire, ah mais en oui. fait, allez tout vous faire voir. Mm. oui, Voilà. Donc ça, c'est le problème quand tu fais la mise de trop au poker, quoi. C'est Tu vois. exactement ça, ouais. Et voilà. Et puis, de toute façon, dans les faits de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, on a eu beau jeu de dire, voilà, on laisse sur le principe Piastri et Norris se battent, Piastri ne sera pas le numéro 2, etc. Mais en réalité, dans la construction même du week-end, Piastri était dans une position inextricable parce que déjà, c'était celui qui était le plus loin au championnat. Ça ne veut pas dire que ça rendait sa tâche impossible, mais hautement improbable. Parce que Piastri ne participait pas aux EL1, ce qui a été un truc un peu crucial, je pense, qui l'a clairement empêché de prendre la pole parce qu'il avait un sprint, je pense, un rythme vraiment, vraiment très bon pour le coup, même si Verstappen était très fort. Et parce que la stratégie alternative de faire partir Piastri en dur et Norris en médium, ça a permis de forcer Max à se battre sur deux fronts, de dissocier les stratégies et, in fine, bah, euh, comment dire, Piastri a pu jouer la gagne sans trop la jouer et ne s'est jamais battu contre Norris parce qu'il n'était pas sur la même stratégie. Mm. Donc, si tu veux, c'est ce que je mettais dans ma dernière chronique. Pour moi, Piastri à Abu Dhabi est devenu un subalterne à bas bruit, quoi. On lui a pas dit, on lui a pas signifié explicitement, mais on l'a mis quand même dans une position où ça facilitait quand même la tâche pour Norris. Et honnêtement, ça se comprend. Voilà. Mm. Mais au-delà de ça, on peut pas rentrer dans des considérations complètement complotistes en disant que tout a été fait pour avantager Norris sur cette saison. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. oui, parce que comment tu justifies qu'ils ont avantagé Norris, sachant que pendant 15 Grands Prix, il est devant, Bah enfin oui. même Bah plus, oui, il est devant ah oui. Piastri, donc Mais tu peux pas. Ah bah bien sûr, tu peux pas. Il y a les gens invoqueront la chute drastique de performance de Piastri à partir de Singapour/Bakou. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que Piastri s'y voit au moment où Norris a sa panne à Zandvoort. Il se voit tenir le trophée pilote. Je pense que là, il perd un peu pied à ce moment-là. Je pense qu'il y a il y a les vraiment tracés qui manquent d'adhérence aussi. il y a voilà, les tracés qui manquent de grip. Il n'a jamais été très à l'aise là-dessus. On l'avait vu l'année dernière déjà. Mm. Il y a le fait que Norris ait mis le doigt sur les bons réglages enfin, alors qu'il n'avait pas réussi à le faire en début de saison. Et que Piastri, du coup, bah, c'est confondu un petit peu en maladresse à côté de ça. Et ce que je disais en début d'émission, qu'à mon sens, que la McLaren n'était plus aussi dominatrice qu'avant. Ce qui fait que quand Piastri lâche 2-3 dixièmes en qualif ou 2-3 dixièmes en course, bah, c'est pas P2 qu'il est, c'est P5 ou P6. Ouais. Bon, ce qu'il y a tout ça qu'à jouer. Je te rejoins aussi. Eh ben, on va passer à la dernière partie de ce débrief où on va élaborer notre top 10 de pilotes de cette saison. Euh, Hugo, tu veux commencer par ton top 10? Allez. Et bah moi, je pars du 10 au 1 ou du 1 au Ouais, 10? du 10 au 1. Allez. Et bah moi, en top 10, j'ai mis Lawson. En top 9, j'ai mis Gasly. En top 8, j'ai mis Adjar. En top 7, j'ai mis Alonso. En top 6, j'ai mis Antonelli. En top 5, j'ai mis Piastri. En top 4, j'ai mis Leclerc. Et mon top 3, ce sera Russell, Verstappen et Norris en top 1. Ok, donc tu mets Norris devant Verstappen. Je mets Norris devant Verstappen, s'il te plaît. Ok.
Et toi, Jérém? Vas-y, Justin, dis-moi. Toi, Ok. je suis juste en train de peaufiner parce que j'hésite encore entre le 8 et le 9. Moi, j'ai changé il y a pas longtemps non plus. Donc, moi, j'ai mis en 10, j'ai mis Carlos Sainz. En 9, j'ai mis Antonelli. Ensuite, en 8, Gasly. En 7, Piastri. En 6, Adjar. En 5, Alonso. En 4, Norris. J'ai pas mis en premier Norris. En 3, Leclerc. En 2, Russell. Et en premier, Verstappen. Ah ouais. Très bien. Ah, ouais, non, ça s'entend. C'est un bon. Je suis un peu plus d'accord avec le classement de Justin que celui d'Hugo. Alors pour moi, je vais vous dire tout de suite, parce que là, je suis en train Pendant que tu je suis en peaufines, train on a de- Flo qui a dit sur nos deux top 10, Justin, je n'ai pas entendu Hamilton. Qui, Ah non, on j'aurais. ignore ce message? On le banne? On fait quoi? Top 10 en Que partant de la faire. fin, mais. Alors, Si on arrête au sprint de Chine, peut-être. Ah oui! Non, ne te banne pas, ne te banne alors, pas. pour ma part, j'ai mis, j'ai mis Albon en 10. Hmm. Quand même, les deux premiers tiers de saison, c'est assez solide. J'ai mis Antonelli en 9. J'ai mis Carlos Sainz en 8. Et c'est plus un classement de symbole parce qu'il termine très fort l'année, mais je pense que même dans le travail au sein de l'équipe, il a été incroyable. Mm. En 7, Adjar. En 6, Piastri. En 5, Alonso. En 4, Leclerc. En 3, Norris. En 2, Russell. En 1, Max. Et tu mets Norris devant Leclerc. Je mets Norris un poil devant Leclerc. Ok. Parce que récompense au champion du monde, Hmm. quand même. Récompense au parcours de cette saison. Et aussi, si je parle de Leclerc, pour moi, Leclerc, c'est un peu la théorie du trois quarts, un quart. C'est-à-dire, les trois quarts du temps, il fait du max. Le quart restant, ça reste. Ça me vaut pas mal de problèmes sous les commentaires de mes vidéos, malheureusement, mais le quart du temps, c'est du stroll, quoi. C'est-à-dire que tu prends l'ensemble de sa saison, tu prends le Grand Prix d'Australie, toutes les fautes, le spin, l'aileron avant plafonné sur Hamilton en Chine, le DNS au sprint à Miami, Hmm. le crash en EL1 au Canada qui l'empêche de participer à tout le vendredi, qui lui fait faire une erreur en Q3 le samedi, qui l'empêche de prendre une victoire, parce que moi je pense vraiment qu'il y avait une victoire possible pour Ferrari au Canada. Hmm. Mais il termine une misérable P5, j'ai envie de te dire. Tu prends tu mentionnais Justin l'autre jour, tout à l'heure, la course de Leclerc à Silverstone. Silverstone qui est désastreuse. Franchement, je crois que c'est le seul moment de l'année où Hamilton lui met une gifle. Hmm. Et puis tu prends la Q3 de Bakou. Tu vois, ça fait, je trouve, Ouais. c'est malheureux, mais il y a du trois quarts Verstappen et le quart restant est encore trop émotif, hein, trop empreint de surpilotage. C'est pour ça que je suis toujours un peu, non pas Mm. sceptique, mais très exigeant envers ce pilote. C'est, c'est, c'est pour ça que j'aime pas quand on le compare à tort et à travers à Verstappen, parce que Verstappen, ça fait bien longtemps qu'il fait plus ce genre de truc. Hmm. Tu vois. Donc voilà, il Ouais. faut. Mais donc c'est pour ça que je le mets en 4, mais il fait une saison incroyable, hein, je dis pas le contraire. Sinon, voilà. Mais ouais, Norris quand même en 3. Et puis bah Russell Max, pour moi, ça reste quand même les deux au-dessus de cette saison, même si, comme tu le disais, Antonelli a été un peu devant Russell en fin de saison, mais Russell, l'ensemble de son exercice 2025, franchement, à part deux, trois rendez-vous, il a été un peu mollasson. À chaque fois, il a marqué les points. À chaque fois, il a été régulier. Hmm. À chaque fois, il a été quasiment au top. Franchement, il est trop fort aussi, ce mec. Donc, Ouais. ouais, c'est Max et Russell en top 2. Ok. Ouais, Et je Piastri, comprends. tu l'as mis où déjà, t'as dit? En 6, je l'ai mis dans Max 1, Russell 2, Norris 3, Leclerc 4, Alonso 5, Piastri 6. Je le mets derrière Ok. Alonso. Parce qu'Alonso, moi, je trouve que ça a été le meilleur pilote du midfield, même s'il a un peu fauté en Australie, même s'il a fait un spin au Qatar, mais je pense que il a été encore prodigieux, moi, cette année. Une régularité incroyable. Et puis, je mets ça en perspective avec son âge avancé aussi, ça doit aider. Mais Castri, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à pardonner la chute de Le performance, choc. le choc, quoi. Voilà, tout simplement. Tu peux pas passer à côté, quoi, malheureusement. Ouais. Ok.
Et donc, tu as mis les deux Williams dans le top 10 pour récompenser Ouais. leurs deux parties de saison respectives. Ouais, exactement. Sainz en 8, j'aurais pu le mettre en 9. J'aurais peut-être dû mettre Antonelli en 8, à la limite, je peux très bien inverser. Mais si tu veux, si je mets Sainz devant Albon, c'est que Sainz laisse une meilleure impression qu'Albon. Parce Ouais, donc c'est qu'Albon pour a ça que très je l'ai bien mis en commencé, 10. mais comme il termine tellement mal et que tu te dis en fait Sainz va le bouffer politiquement et Ouais. donc sportivement, que ça te laisse un arrière-goût un peu bizarre quoi en bouche. Alors que Sainz, tu sens qu'il y a une pente ascendante, un vrai leadership qui est pris sur cette équipe, une vraie volonté de bien faire et de redonner à Williams ses lettres de noblesse. Donc, je m'inscris un peu sur ce momentum-là, quoi. Mm. Ok. Et donc, pas de Gasly. Parce que nous, on l'a mis Gasly parce que pour récompenser un peu son acharnement et le fait qu'il s'en sort pas si mal dans cette voiture, Moi, je l'aurais mis même en si 11. on peut pas tout voir, on peut pas tout voir de lui, Ouais, je mais comprends. ok. Bah, je l'aurais mis en 11. Oui, après, c'est vrai que mon top 10 est un peu empreint des performances des voitures, donc c'est un peu facile, mais sauf pour Alonso. Mais ouais, Gasly, je l'assume quand même parce qu'il y a quand même eu un moment, je trouve, entre la rentrée estivale et Vegas, ou le Brésil inclus plutôt, où il y était pas trop, quoi, je trouve. Ouais, tu sens il y a quand même, tu sais, au même titre qu'on dit que Leclerc est en train de gâcher ses meilleures années chez Ferrari, que c'est du gâchis, etc. Bah, il y a quand même ça aussi chez Gasly, où Mm. tu sens que le mec, il est infiniment meilleur que ce que sa performance de monoplace montre, quoi. Ouais, je suis d'accord, on le bride un peu, je trouve. Ah Enfin, on oui, le oui. bride pas, mais du moins ce qu'il a le bride et on reconnaît pas un peu son talent. Alors, son moteur Renault le bride déjà. Oui. Ouais. On a tout abordé, je pense, dans ce débrief. Alors, on pourra pas forcément tout dire sur cette grande saison 2025, mais Bien sûr. on a un peu dit l'essentiel. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci, Jérém, d'être venu Avec grand passer une plaisir. tête dans ce débrief. Et puis, Merci de m'avoir invité et puis merci de vous être adapté à mes petites contraintes horaires qui étaient un peu compliquées. Mais il n'y a pas de Mais souci. merci beaucoup. Tu nous fais l'honneur d'être là. Et puis, bah, pour ceux qui voient cette rediff sur YouTube, on vous met tous les liens de Jérémy dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, même si je pense que vous connaissez plus que nous. On vous met tout ça dans la description. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, bah, restez connectés. On reste disponible sur tous nos réseaux, comme d'habitude. Et puis, bah, merci à tous. Merci à Jérémy. Merci à Justin. Et puis, à bientôt. merci Hugo. Ciao. Ciao tout le monde.